Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur le plateau du JDH. Ça va être encore une émission de folie parce qu'on a un planning, on préfère vous le dire tout de suite parce que le truc il tient sur tellement de pages. On va finir à 19h, ça va être que du bonheur. J'espère que vous allez bien. C'est merveilleux de vous retrouver et j'ai une équipe de choc avec moi qui justement a préparé des trucs de folie. Et idem en régie, puisque vous savez qu'en régie on a des techniciens, on a en même temps quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Florian qui prépare tout pour nous. Ça fait que quand on arrive, on n'a plus qu'à lire, on n'a rien préparé nous-mêmes. Donc c'est quand même l'émission la plus cool de tout Twitch, c'est nous, quoi, parce qu'on est une équipe d'enfer derrière. Voilà. La bande crache la mort dans les coulisses. Messieurs, donc je suis ravi de vous accueillir. Otaksu, comment tu vas? Eh ben, je crache la mort puisque mon capitaine Pépé me l'a demandé, vois-tu. Alors, je suis gavé chaud, effectivement, on a une... Gavé chaud. Oui, il y a Bordeaux qui ressort de temps à autre, j'avoue, quoi, ça taille, t'as la quinte. Mais oui, on a une bonne actu avec la mort de Twitter qui du coup ramène quelques charognards et quelques nouvelles idées, notamment dans le livre. Vous-même, vous savez, des belles choses, les GAFAM qui se prennent des petites kicks là, ça et là, des trucs que j'aime, quoi, fondamentalement. Mais tu sais, Otaksu, quand tu parles quelquefois, si on n'a pas le décodeur, si on n'a pas le truc pour voir tous les acronymes qui arrivent en dessous, si on met pas des sous-titres quelquefois pour les gens, c'est juste, c'est moi où je suis pas centré, parce que je me vois sur le retour, j'ai l'impression, ça manque en général, je suis entre... Le journal du douaire. Non, parce que vous savez qu'avec le titre de cette émission, on a quand même un gros problème. Si je me mets dans certains endroits, ça peut faire bizarre, je vais essayer donc de me caler, parce qu'on est là. C'est la caméra est centrée, c'est moi qui ne suis. Alors moi déjà d'entrée de jeu, voilà. Donc je préfère carrément le faire en live et dire que regardez, j'ai jamais été aussi pas au milieu. Voilà, là ça va être bien. C'est incroyable. Il s'est passé un truc cette caméra parce que là le PC va de ce côté-là. Hein. Bon, dans tous les cas, je suis ravi de t'entendre tout à l'heure et à côté de toi, tu as Monsieur Reza. Comment tu vois Comment tu vas, Reza? Ça va très bien. Arrête Otax, on est avec Otax. Il nous a fait d'ailleurs une magnifique chronique sur Starter. Il nous a fait deviner des licences de jeux du coup qui ne font plus de jeu actuellement, qui souhaiteraient revoir. Donc ça s'est super bien passé. Ninja Gaiden, Ninja Gaiden, monsieur, exactement. Et là on a fait split screen. Et je suis en train de réfléchir à me faire un cadeau de Noël ou non, parce que ça fait longtemps que je voulais le G9 Samsung 49 pouces. Et c'est la semaine des réductions, donc j'essaie de voir s'il n'y a pas un bon prix quelque part à gratter. Et possiblement investir dessus, mais je réfléchis encore. Tu sais que là, les gens ne devraient pas le savoir, hein, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer ce soir dans le récap, mais on a un produit Samsung très très grand dans le couloir. Je ne sais pas si tu as vu un carton carrément sur une palette, non, quand tu es rentré? J'ai pas fait gaffe. T'as pas eu le temps. Il y a un G9 sur une palette. Non, c'est une télé. Non, c'est pas une télé. Mais on en parle ce soir. Mais c'est pas une télé, la énorme palette qui est à côté? C'est en quelque sorte une télé, mais disons que c'est un monstre. Il est dans le couloir et c'est un produit qui est peu ou prou dans la mouvance, voilà. Écoute, franchement, Pépé, si t'as pas de place pour le garder à la maison, moi j'ai un grand sous-sol et il y a mon bureau dedans, il y a plein d'écrans dedans. Ils auront tout tenté, n'hésite pas. Hein. Les mecs tentent tout, quoi. Hein. Dans tous les cas, tout à l'heure, je suis content de t'entendre aussi parce que j'ai devant moi les choses dont tu vas me parler et je dois dire que ça va pas mal donner. Et puis Captain Web est là aussi. Alors franchement, c'est le bonheur. Je suis là, écoute. Et oui, moi aussi, j'ai des beaux sujets pour vous aujourd'hui. On va reparler d'intelligence artificielle croisée avec Meta. Évidemment, ça va mal se passer. Ça va être là. Et ça va être génial. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, on va vous parler un peu aussi de la manette. Et après, on a un petit partenariat. On va vous parler d'ordinateur portable Asus. Voilà. Eh ben c'est merveilleux parce que c'est une émission qui commence vachement bien parce que autant j'étais mal centré, autant toi t'es carrément mal centré. Quand on te voit, mon petit capitaine, alors regarde un petit peu. Alors il y a un truc quand même qui est fou quand même. Vous sachiez, vous êtes avec nous, on vous aime, vous êtes la famille. Avant, on a quand même fait des repérages, on était là, on a des techniciens qui viennent nous installer des tas de trucs et les caméras étaient, je sais pas, il s'est passé un truc. Soit il y a eu un tremblement de terre ici entre temps et tout a bougé. Alors je suis inquiet pour les autres caméras. Soit en effet, on n'arrête pas de bouger nous-mêmes. Moi j'ai pas l'habitude d'être au milieu. Généralement on est deux, donc là je suis un peu perdu. J'ai trop d'espace autour de moi. C'est beau, mais tout à l'heure, tu vois, on va te demander des tas de choses. Toi, fais attention, hein, parce que là, avec la liste de ce que j'ai sous les yeux, vous allez passer un moment délicieux, parce que vraiment, il y a des news. De mon côté, tout à l'heure, sachez que je reviens d'une énorme réunion mondiale internationale dans un pays extrêmement chaud, puisque je reviens des USA, et notamment de l'île de Hawaï. Il y en a plusieurs, enfin, j'étais à l'île de Maui. À Maui, et c'est l'endroit où il y a le congrès Qualcomm annuel, et ils ont annoncé des trucs de folie, et on va parler tout à l'heure, parce que bon, peut-être vous avez parlé la semaine dernière, je pense, peut-être du processeur. Génération 2. On a respecté ton souhait de te laisser tout l'audio. Voilà, mais ils ont fait des annonces sur l'audio où je leur ai dit
Ah voilà les gars, si ça se produit, tant mieux, parce qu'ils sont vraiment partis dans des trucs incroyables, Qualcomm. Et il y aura en même temps un truc intéressant tout à l'heure, parce qu'ils ont fait des sondages monde. C'est-à-dire ils ont demandé aux gens des choses sur les écouteurs, sur qu'est-ce que vous voulez pas, sur la latence, sur l'audio de définition. Et j'ai les résultats du sondage. Moi-même, les bras me sont tombés, parce que vous allez voir tout à l'heure. C'est merveilleux, cette émission peut commencer. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous. Si vous êtes prêts, messieurs de la bande Crash la Mort, on va envoyer donc un jingle de l'actu de la semaine. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Non mais arrêtez les gars, parce que là il y a des moments il faut en ont savoir. marre, on parle sur les jingles à chaque fois. On a dit parle pas sur les jingles, ils envoient tous les jingles en même temps maintenant. Bon, écoute, Otaxi, on va commencer avec toi et Twitter. Et bien sûr, et Twitter, enfin, plus précisément, un futur concurrent de Twitter, puisque vous le savez, Twitter, depuis que Elon Musk l'a repris, ça part un petit peu en feu, ça part un petit peu en lambeaux. On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que ça va crever? Sauf que, évidemment, les requins sentent le sang dans l'eau qui arrive. Et c'est pourquoi nous avons eu une belle annonce cette semaine de l'ex-PDG de Waze, qui était à la tête de Waze jusqu'à 2021, Noam Bardin, qui a créé un nouveau réseau social qui s'appelle Post. Alors, ça fait partie des nombreux réseaux sociaux qui ont été créés dans cette veine-là, mais cette annonce est assez intéressante, je trouve, parce que toute l'idée de Post, c'est de remettre dans le réseau social, je vais citer l'homme, du fun, introduire de nouvelles idées et des gens cool, et surtout faire en sorte que ça vous rende vraiment plus intelligent. C'est un sacré défi. C'est Challenge. C'est tout l'inverse de tout ce qu'on a effectivement de temps à autre aujourd'hui. Alors en termes de fonctionnalité, le truc c'est que ça va être plus ou moins Twitter. Là on a la file d'attente avec le post du monsieur qui vous explique tout ça. En termes de fonctionnalité, c'est assez différent de Twitter, même si c'est relativement similaire aussi. Si vous voyez un post de Post, c'est exactement les mêmes fonctionnalités, sauf les mêmes couleurs aussi. C'est les mêmes couleurs aussi. Il n'y a pas de limite de caractères sur Post. Vous pouvez faire des commentaires, des likes, partager, reposter des contenus, des citations donc de posts. Mais toute l'idée, c'est d'avoir des formats plus longs, comme que de Twitter. Intéressant ça. Avec cette idée en fait que ce serait plus ou moins en fait une plateforme où les journaux posteraient leurs articles en entier quelque part, avec aussi cette idée que on pourrait être natif à cette plateforme, c'est-à-dire que tu peux aussi faire en sorte de rendre ton profil payant, rendre certains articles payants ou gratuits mais avec des dons, etc. etc. Et en termes de modération surtout, il y aura beaucoup de règles en place qui seront vraiment appliquées de manière forte et rigoureuse avec l'aide de la communauté. C'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que du coup le créateur de Waze veut prendre ce côté social de Waze et le mettre sur les réseaux sociaux, sur sa modération. Donc du coup, si quelqu'un flag un post en mode genre ça craint un petit peu, etc., ce sera à une partie de la communauté de est-ce que ça, il faut vraiment le gicler ou pas, oui, non. Il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Je suis pas certain. On va voir. En tout cas, c'est toujours dangereux de mettre la modération entre les mains de la communauté. Ça peut y avoir un retour assez méchant sur le. Complètement. Ouais. Mais après, il pourrait potentiellement y avoir, je sais pas, un système, on va dire, d'élection populaire ou de force de, tu vois, 0 à 100 a fait un bon retour, a fait un mauvais retour. Tu vois, il y a toujours moyen de créer plein de garde-fous. Mais ça, on ne va pas pouvoir l'observer tout de suite parce que Post, pour l'instant, c'est des inscriptions sur liste d'attente. Vous pouvez aller sur post.com, essayer de tenter votre chance. Mais voilà, pas sûr que ça booste, mais quand même un gros nom derrière Waze, on sait jamais. Ouais, mais Waze, Reza, t'avais un truc à dire. Déjà, Waze, c'est très bien parce que Waze, c'est un réseau social aussi à la base. En vrai. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un réseau social. Je me rappelle quand il est sorti, je faisais beaucoup de routes à cette époque-là, cette époque des tournois Mortal Kombat. J'allais beaucoup en Hollande notamment. Et à chaque fois que mon collègue en notifiait quand il n'y avait plus un ralentissement, quand il y avait un machin, quand il y avait un machin. Mon collègue, il bousillait l'application, c'était pas mal du tout. Pour revenir au réseau social rapidement, moi, ce qui me pose problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est la modération. Ouais. Dans le sens que, voilà, t'as des imbéciles, t'as des fous, comme partout. T'as des gens un peu plus intelligents, très bien. Mais aujourd'hui, on est dans un cycle, dans une culture où, par exemple, si tu dis un truc avec lequel les gens ne sont pas d'accord, au lieu de ne juste pas être d'accord avec toi, ils vont essayer d'en finir avec toi. Enfin, littéralement, le marteau de Thor sur toi, Mjolnir, tu vois. Comment ces nouveaux réseaux sociaux
veulent, entre guillemets, réagir par rapport à ça, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, clairement, sur Internet, c'est un peu ça le souci. C'est-à-dire, si tu dis un truc qui va pas dans le sens des autres, au lieu juste d'essayer de t'éduquer ou d'essayer de dire, OK, moi, je suis pas d'accord avec toi et de lancer un débat sain, les gens vont dire, regardez, il a dit ça, il faut qu'il perde son travail, il faut qu'il perde ses sponsors. Tu vois, donc comment ils vont faire, eux tous, la Post, Blue Sky, Mastodon, tout ça, par rapport à ça? Est-ce qu'on fait mieux ou est-ce qu'au final, c'est pas possible de faire mieux avec l'environnement d'Internet et peu importe le nom de la plateforme, ça se passera de la même façon? C'est un vrai gros débat. Après, ce qu'on peut dire au moins, c'est que sur les réseaux sociaux actuels, on a vu, je pense, les limites de l'intelligence artificielle appliquée à la modération, à savoir que ça ne marche pas. Donc, essayer de trouver d'autres modèles et de les tester comme cela, je trouve pas ça tout bête, sans dire que ça va fonctionner, parce que ça reste de l'humain, et l'humain n'est pas vraiment fiable, hein. Tout le principe, c'est qu'il n'est pas vertueux. Il nous faudrait des gens vertueux pour arriver à avoir une modération poussée, mais c'est peut-être finalement un mélange de plein de choses comme ça qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, on est trop enfermé, je trouve, dans cette idée que l'IA doit régler ces problèmes-là. Si on a de nouveaux acteurs, et pas que Post, hein, qui essayent de nouvelles choses, ça pourrait être un petit peu mieux pour aiguiller vers une solution qui a plus d'impact. Alors moi j'ai une question autour de tout ça, parce que je suis en train de t'écouter, de vous écouter, mais là, entre guillemets, on sent que ça bouge du côté, on va dire, des concurrents de Twitter qui est mis en péril. On sent qu'en effet, il y a des solutions qui sont en train d'être proposées. Tu as laissé un post que je trouvais très intéressant sur Mastodon, on va en reparler justement, parce que j'ai lu ton post sur Twitter, c'était à se tordre de rire, parce que c'est ça que moi j'ai vécu également, quand j'ai essayé de tripoter le truc. Alors là, ils sont peut-être en train de supputer tous que Twitter, ça va mal se passer. Et parce qu'ils sont tous en train d'essayer de placer leur pion en disant nous on propose ça, on propose ça, on propose ça, on va vous assurer qu'il y a des êtres humains qui vont être derrière, pas une IA, des trucs comme ça. Mais dans l'option où Twitter n'aurait pas au final de problème, est-ce que les gens vont aller verser ces autres réseaux, parce que là, il y a une sorte de migration, mais moi, j'ai pas la preuve, ou je ne suis pas convaincu que Twitter va vraiment s'effondrer. Alors, je sais pas, les gens, on peut en parler entre nous, parce que c'est une émission qui est un débat également. C'est un débat, mais sur l'effondrement de Twitter. Dans tous les cas, moi, je vois tous les tweets qui sont provocateurs d'Elon Musk, qui quelque part devient de temps en temps soit le PDG maudit, soit le plus grand troll de Twitter. Il fait tout en même temps, donc on ne sait pas trop. Ben oui, en même temps, il faut être réaliste. On ne sait pas trop où il va, on ne sait pas ce qu'il veut. Mais est-ce que vous, là, on est entre nous, vous sentez, vous percevez l'idée que Twitter est réellement en péril entre les mains de ce monsieur, ou est-ce que vous dites bon, c'est une passe, mais après tout, Twitter va s'en sortir, parce que les autres plateformes misent sur le fait que ça va mal se passer. Honnêtement, j'ai un peu du mal à y croire. Pourquoi ? Parce que quand tu rachètes déjà un truc 44 milliards de dollars, c'est pas pour le foutre aux chiottes. C'est mon avoir avis. Tout l'argent du monde. Et ensuite, il y a beaucoup de gens effectivement qui disent je bouge sur Mastodon, etc. Mais en réalité, tu les vois encore sur Twitter. Bien sûr. Il y a une sorte de freinage, si tu veux, qui fait que l'inertie fait que de toute façon, je pense que la plupart vont rester sur Twitter, voir comment ça se passe. Et je vois mal le réseau disparaître. Qu'il y ait des gros changements, que effectivement ça soit le bordel pendant un bout de temps, c'est déjà le cas. Hein. J'ai l'impression que les spams, entre autres, les bots, c'est en train d'y aller fort en ce moment sur Twitter. Ah mais c'est de la folie. Mais au final, voir Twitter disparaître et être remplacé par autre chose, voilà. Après, il y a une fenêtre d'opportunité pour d'autres plateformes qui vont sûrement se lancer. C'est clairement, tu le disais, le goût du sang. Alors, il y a un sondage des gens qui nous regardent. Vous quitteriez Twitter pour une alternative? Non, à 47%. Donc oui. Oui. Non, mais c'est pas. Il y a une indécision quand même, mais. Aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre aussi en compte les différents types d'utilisateurs sur Twitter. Tu as le casu, enfin la personne classique qui est là juste pour se tenir informé, peut-être des gens qu'elle suit ou des informations qu'elle récupère dessus. T'en as qui s'en sert comme d'un grand flux RSS. Parce qu'aujourd'hui, on connaît Twitter, mais à l'époque, il y avait les flux RSS. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas connu, mais ça servait énormément, tu vois. Donc, les flux AFP, de toute façon, c'était du RSS. Moi, je recevais les flux AFP. Hein. Tu les utilisais pour ta veille, pour être tenu à jour et tout ce qui va avec. Le RSS reste encore d'ailleurs une grosse partie du web. Hein. C'est un peu caché, mais c'est toujours aussi utilisé. C'est ça. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Puis ensuite, tu as le côté des professionnels. On va dire, nous, ceux qui travaillent, que ce soit dans le jeu vidéo, dans l'événementiel, dans le machin. Aujourd'hui, le problème, c'est quand je travaille avec des marques, c'est les chiffres. Donc les chiffres, ça va être, si tu fais de la vidéo, ça va être YouTube, ça va être Twitch en direct. Et quand ça va demander ton réseau social, généralement, tu as Instagram pour tout ce qui va être story, voyage et post un peu plus classique, et Twitter pour un peu tout ce qui va être professionnel. Du coup, aujourd'hui, comment tu dis à un tel qui est déjà installé sur Twitter depuis 8 ans, qui travaille sur Twitter, qui a tous les gens avec qui il communique sur Twitter, je m'en vais sur Post, je m'en vais sur Mastodon. Si vous voulez rester au courant de mon actualité pour mon travail, rejoignez-moi. Tu fais diviser par 10 tes followers. T'appelles une marque avec qui tu as l'habitude de travailler, ils te disent OK, envoie-moi les impressions. Et avec Mastodon, tu feras pas les impressions que tu fais sur Twitter parce que les gens n'y sont pas. Donc comment tu ramènes les plus gros, donc les professionnels, les médias et les autres, qui vont ensuite draguer les gens qui vont les suivre?
Moi, c'est ce truc que j'arrive pas à voir. Tu vois, comme quand la jeunesse, entre guillemets, est passée de Twitter à Facebook, c'est une transition qui s'est faite sur 7-8 ans. Tu vois, les gens, Facebook à Twitter. de Facebook à Twitter, Parce que excuse-moi. la jeunesse Pardon. vers Facebook. Les gens ont c'est commencé la- à venir un peu Allez, sur pour Twitter. moi, Facebook. 2010, 11, 12, 13, mais Facebook est encore hyper fort. Ouais. 2014, 15, 16, on commence à avoir beaucoup des jeunes sur Twitter à ce moment-là, 17, 18, 19, 20, 22, et même dans le cas où Twitter aujourd'hui est un réseau fort en France, par exemple, il y a encore beaucoup de gens qui ont Facebook, tu vois. Donc Et pour Messenger, c'est souvent pour la exactement. communication. C'est Ils ont pour gardé Messenger. pour Messenger et plus Ouais. pour l'autre, mais ils ont encore leur compte. Ouais. Du coup, comment aujourd'hui, pareil, un transfert se fait, même si Elon Musk fout la merde, j'ai vraiment du mal à me dire, dans 2 ans, nous tous là, on n'est plus sur Twitter, on est tous sur notre application et on travaille dessus. J'ai une théorie là, enfin pas une théorie, mais j'ai une crainte, on va dire. C'est justement parce que Elon Musk est aussi, je sais pas, Mais non, mais pas de procès, s'il te plaît. Tu démerdes comme tu veux, mais trouve des mots, mais pas ceux-là, quoi. flamboyant. Voilà, Voilà qu'il risque d'y avoir une mort entre guillemets de Twitter. Je ne pense pas que la plateforme va mourir. Par contre, l'intérêt des annonceurs pour la plateforme, quand tu as un gars qui part aussi loin dans sa communication, dans sa modération, dans ses choix aussi publics, parce que bon, politiquement parlant, il fait des choix qui sont controversés. Vois à quel point je maîtrise mes mots pour toi, mon cher C'est pas Pépé. pour moi, mais Euh, pitié. Et pitié. mais tu vois, aujourd'hui, on a quand même la plupart des agences de communication, ça on le sait, ça a été dit, qui ont stoppé leur campagne sur Twitter. Il n'y a pas 50% Twitter, des annonceurs américains qui ont pris la poudre d'escampette, comme on dit. Il n'y a pas eu Bah, ils sont une prudents, quoi. migration. C'est en pause, justement. et C'est en ça le pause, truc. autant pour moi, c'est en C'est-à-dire pause. que selon ce que va faire Elon Musk, ils reviennent ou pas. Et D'accord. s'ils reviennent pas, Twitter, ça faisait déjà pas un rond. Et ils perdent leur principale avenue de monétisation. Maintenant, ce que j'imagine quand même, pour être tout à fait honnête, c'est que même si demain Twitter explose, j'en ai parlé longuement avec Patrick Béja sur Rendez-vous Tech, que je salue, Moi aussi. c'est que... Moi, j'y suis la semaine prochaine. Ah, voilà. voilà, parfait. Un garçon sympathique. Très adorable. sympathique. Une légende du podcast. Incroyable. Mais c'est que Twitter va exploser, mais son rôle dans les médias traditionnels est tellement important que la plateforme va persévérer, continuer en fait. Elon Musk va probablement se barrer un moment parce que le mec, à un moment, il en aura peut-être marre de brûler ses sous pour rien du tout, tu vois. Sauf que petit à petit, je pense que ça va faire une vague, ça va revenir sous. Je suis assez potentiellement un autre d'accord avec angle. toi, parce qu'à la base, on ne va peut-être pas rester sur Twitter longtemps, Ouais. comme ça, parce qu'on a tellement de sujets à traiter, là, on va finir à 20h. Et à 20h, c'est très bien. 20h30. C'est la musique en plus ce soir, oui, avec, La musique, avec Captain Web qui va nous pousser la chansonnette. Le truc, c'est que quand on parle justement de Twitter, moi, quand j'ai connu Twitter au début, j'étais parmi les premiers, et c'était vraiment un réseau de journalistes à la base. C'était vraiment tous les médias qui étaient dessus, tout le monde balançait ses news. Il est un peu né comme ça. Donc après, en effet, il y a quand même, tu vois tous les médias qui continuent à communiquer, mais c'est quand même une des bases. Tu avais des infos c'est avant la les grands base. médias. Mais en fait, c'est une sorte de média qui est dédié quasiment à des communiqués de presse, tu vois, minimum. Instantané. C'est-à-dire que Quand tu as une annonce à faire, tu Instantané. vois, avant, tu l'envoyais aux journalistes sous forme de mail, mais Voilà. personne ne les lit. En fait, tu envoies sur Twitter. Sur Twitter, tu as tout de suite une exposition C'est qui le est plus incroyable. rapide. C'est le Ouais. plus C'est rapide. l'information Voilà. circule le plus vite C'est aujourd'hui. C'est le plus vite au Et monde. Est-ce qu'il y a de la place pour deux réseaux comme celui-là sur Non. Internet? Non. J'ai un doute. Si Je ça a pense qu'il y a- marché, c'est parce qu'il n'y en avait pas un autre comme lui. Il y a une, ouais, c'est ça. Il y a une prime en fait euh, au premier arrivé, et je pense que Twitter a cette prime au premier arrivé, et ça va être dur de le dégager de la place, même si derrière il y a effectivement Elon Musk qui fait de la Et merde. puis il va H24. réussir à se maintenir le réseau. Pas dire, quand on voit, justement, tu parlais de Facebook, il y a que Messenger qui fonctionne, il sait très bien dans Meta. Et là, on s'aperçoit que Twitter a quand même une continuité de nombre d'abonnés qui grimpait. Je parle pas de la thune ou des trucs comme ça. Et moi, je suis sur le réseau depuis le début et je continue à penser que j'espère à la limite qu'il soit pérenne, même si en effet il y a des choses qu'il faut faire sur la modération parce que c'est pas possible, quoi. Je veux dire, entre déjà les bots qui font n'importe quoi et la modération, c'est vrai qu'il y a. Mais ce que tu me disais sur Post, moi j'ai du mal à imaginer qu'on puisse modérer aussi facilement quand on laisse la modération aux mains comme ça de tout le monde d'une façon. Allez hop, on va Alors, modérer. Waouh. Après, c'est compliqué, quoi. Je tire cette info du chat, je l'avais pas. Oui, bien. C'est apparemment ce que fait Reddit depuis quelques années et ça Bien. fonctionne super Oui. bien. Merci le chat, merci. Mais c'est pas le Merci. même, c'est pas le même réseau. C'est des gros articles généralement. C'est Bah, de la Et c'est conversation. pas la même communauté. Ouais, tout à Reddit, fait. Parce ça qu'au peut final, être chaque toxic réseau as fuck aussi, Oui, hein, les mais gars. oui, hein, ouais. Mais c'est vrai que chaque réseau social a sa propre communauté, sa façon de faire, tu vois. On sait que les mecs de Reddit, ils fonctionnent pas forcément de la même façon que les gens de Twitter, ni des mecs de Et c'est- Facebook. Souvent, ils sont très très impliqués. Twitter, c'est un mec qui vient, qui va foutre la merde pendant 2 heures Et et qui qui se va barre. se barrer. Qui se barre après. Voilà. Par exemple, les Reddit, c'est eux, ils cherchaient le drapeau de l'autre, Oui. là. Comment il s'appelle, l'acteur Shia LaBeouf.
qui mettait un drapeau et tout, et les gars de Reddit, ils retrouvaient le drapeau, ils se posaient en une soirée, ils faisaient des calculs et tout, ils retrouvaient où le drapeau, ils allaient le chercher. Comme la Pixel War. Les mecs sont impliqués, C'est les mecs. incroyable. Les mecs sont impliqués, level chômage, excusez-moi. Oh mon Donc, Dieu. ils sont très très chauds. Mais j'aime beaucoup. Je vais te la voler cette formulation. Celle-là, je te non, préviens, c'est ça génial. fait culte. c'est Juste cool. un dernier mot level sur chômage, Twitter, quoi. c'est qu'en fait, les rumeurs comme quoi ça y est, c'est fini, Twitter va disparaître, c'est pas tant parce que les annonceurs se barrent ou parce que les utilisateurs se barrent, c'était le fait que 80% des mecs qui tiennent Twitter, à savoir des employés, sont barrés et qu'en fait, techniquement, ils ont peur que le réseau s'effondre sur lui-même parce qu'il n'y a plus personne pour gérer. Oui. Et parce que les c'est du comptes. code Château de legacy cartes. qu'ils ont Château de jamais cartes. mis à jour depuis 20 ans, donc du coup, plus personne ne sait comment fonctionne le Bon, site. Quoi. dans tous les cas, c'était un bon début d'émission avec un joli débat. Dernier point, mais avec plaisir. dernier point, on enchaîne, excusez-moi. Mais je t'en prie. Le checkmark. Bon, déjà, le checkmark, nous, on se moque un Ouais, peu des gens qui allaient le payer, Ouais. mais les gens paient. Ils payent. Ouais. Les gens payent. Pépé, je te jure, même. enfin, Mais jure-moi, mais je te crois en Moi, plus. Twitter, je fais ma veille dessus, je croise énormément de comptes, et du coup, à chaque fois, je C'est vais dessus ouf. pour vérifier, et ça dit, ce compte, c'est inscrit à Blue Checkmark ou je sais Ouais. plus quoi. Les gens payent. Hmm. Au début, on s'est tous dit, c'est un troll, personne va payer pour avoir une certif. Les gens paient. Ça marche. Twitter fait de l'oseille avec le checkmark à 8 € par mois. Après, il faut voir qu'il y a aussi pas mal de trolls qui prennent le truc en basant sur le fait que la plateforme va s'effondrer et du coup, ils seront obligés d'être remboursés de leurs 8 balles. Ou voire de juste Ah, c'est- balancer 8 balles. c'est sur voir le le troll, petit tu vois, la magie. vicieux. Bah, Twitter, quoi. Mais non, mais on connaît. Dans tous les cas, je suis sûr que la semaine prochaine, on peut faire encore un débat dessus. En une semaine, il se passera des choses. Hein. Ah oui, Oh, C'est ça va une bien. évidence fini, parce que c'est au nombre de pourra en parler tweets tous les d'Elon Musk par jour où le mec commence à répondre carrément en perso à des boîtes, à des artistes et tout. Là, on a quand même un florilège. Je pense qu'on fait un best-of à la fin de l'année. Hein. Bah, une petite news qui m'a fait marrer très rapidement, un des plus grands jailbreakers de l'époque iPhone 4, George Oates, vient de rejoindre Twitter en tant que stagiaire. Et ben comme ça. Voilà. Là, je suis comme toi, Reza, je fais des grands yeux. Je dis ouais. Alors Reza, tu vas garder le micro parce que tu vas parler d'une marque que je ne connais absolument pas. Ce sont des gens que je ne connais pas et je ne demande qu'à les connaître. Un Et petit ils lancent un acteur. produit, par contre, que je connais. Je connais la technologie. Si tu peux nous parler un petit peu de ça parce que ça m'intéresse beaucoup ce que tu vas me dire personnellement. Oui. Alors, mon bon Pépé, je suis tombé sur Twitter. Je me baladais sur Twitter et j'ai croisé un post du collègue Valentin Lormeau, peut-être tu le connais, Yamato de Gozulting. Voilà. Peut-être. Peut-être pas. Quand je connais pas, ça la fout mal. T'es là à l'antenne avec la famille. Tu dis, tu connais Alors, non, je le connais pas. Yamato de Dans ta cave, les vrais savent. Ah si, je le connais. Exactement. Si. Ah, bah, voilà. Mais si, oui, merci. Il est là depuis l'époque. Oui, non, c'est ma faute là. Alors, c'est aujourd'hui, moi qui- Team RSA, enfin. Oui, taisez-vous au taxi. Aujourd'hui, un des grands pontes de la production en France, hein, Gozulting, les Oui, mecs, oui, oh là là. ils font les KCX, On l'embrasse, ils font les la World famille. Tour DB, ils font l'UFA. La famille Pépé, on l'embrasse. La famille le sang. Donc je l'ai vu, voilà. Lui il est un peu gavé par le 34 pouces widescreen, il est un peu gavé par les 42 pouces. C'est un ancien, il aime bien les formats 27 pouces pour travailler. Et il a dit, il y a un écran qui va sortir, donc je vais vous le partager les gars. Pour moi, ça a l'air d'être chaud de fou. Je vous le mets, je reste méfiant, mais à vous de le juger. Du coup, on part sur le LG 27 GR95 QEB. Les références, c'est pas Il y a possible. toujours la ref. Mais les mecs. Comme ça, vous pourrez la voir. LG Ultra Gear OLED, mesdames et messieurs, 1440p, c'est-à-dire 2560 x 1440. C'est un OLED monitor 27 pouces en 240 Hz. Exactement. Certification Free 5 Premium, G5 compatible. On a des extra gaming, Black Stabilizer, Crosshair, FPS Counter, Dynamic Action 5, Hexagon Lightning RGB à l'arrière, parce que si on n'est pas des vrais gamers, on n'oublie pas le RGB. On a le Mais HDR. normal. Ça va plus HDR vite. 10 format, pixel level timing, ratio de contraste infini, True Black, on a tout ce qu'il faut. C'est un écran qui va sortir, il me semble, aux alentours de 1000 €. Et j'apprenais par cette recherche que, du coup, il n'y avait pas de moniteur OLED 240 Hz sur le marché. Et je crois que le plus gros était à 175 Hz, si je dis pas de bêtises. En OLED, c'est plus compliqué. Et puis moi, comme je suis à Las Vegas, je sais pas ce qui sera montré sur place. Parce que s'il débarque, ça sera là-bas. Hein. Donc, je reviendrai clairement. avec les petites news. Dès que je rentre le 14, je suis ici le jeudi suivant. Et de toute façon, actuellement, qui peut aller plus vite que LG sur le monde de l'OLED et sur la rapidité avec LG Display, quoi. Ils sont les maîtres du monde là-dessus. Il y a le QD OLED également avec Samsung sur des moniteurs. On en a parlé avec l'Alienware et autres. Mais je sais pas, je ne vais pas lancer une rumeur ici en parlant du QD OLED de Samsung. J'ai ouï dire en sortie de camion que comme le QD OLED de Samsung à la base, c'est aussi des dalles LG qui avaient été achetées par Samsung. Et bien sûr, on Apparemment, rajoute bien sûr la partie QD OLED. À confirmer, je ne veux pas lancer des rumeurs. Mais justement, c'est ce qui se dit. C'est pour ça qu'ils disaient qu'ils allaient pouvoir faire ce genre d'écran, parce que normalement, vu que maintenant ils font plus de production par rapport à ce que tu viens de Bien dire, sûr. ça va coûter moins cher. Ah oui. Du coup, ce qui va les emmener dessus, on aura 2 ports HDMI, ça n'a pas encore été défini, mais je pense que ce sera du 2.1. Bah, Et on aura du DisplayPort 1.4.
À côté, donc normalement l'écran sera lancé à $1000 US aux États-Unis, et à côté normalement ils vont faire le même format mais en 45 pouces. Donc C'est bizarre. un 45 pouces OLED de 240 Hz. C'est bizarre. En 45, c'est bizarre. Surtout qu'il y a des télés qui sont, il y a des 42 pouces et autres, mais qui ne vont pas aussi loin parce que ça s'arrête à 120. Mais c'est intéressant comme news. Je pense qu'au CES, il y aurait la réponse à ça. Parce qu'ils ne peuvent pas être muets au CES sur ces nouveautés-là, du côté de LG Display. On rappelle d'ailleurs, dans cette émission, il y a LG et LG Display. Ce sont deux boîtes différentes. Il y en a une qui est cliente de l'autre. Et ça, ce genre de création est faite par LG Display, repris par LG et peut être vendu à d'autres entités. Mais LG, en général, LG, la marque, est un petit peu prioritaire sur ce que fait LG Display. Logique. Logique, comme Samsung Display, c'est nous, c'est pas les autres. Donc c'est merveilleux. Mais merci pour la news, moi, je suis super content. Je sais pas vous si ça vous parle, vous travaillez avec quoi à la maison Un LG. Votre setup PC. J'ai un LG, un 21.9 de mémoire que j'ai depuis un bout de temps et qui me correspond très bien, écoute, pour ce que j'en fais. Ok. Mais plus pour bosser que pour jouer en fait. Ouais, bien sûr, pour bosser. Bosser, moi j'ai Asus, même chose. J'ai un Asus, mais voilà. On va parler beaucoup d'Asus quand même. Mais non, mais oui, j'ai un Asus et puis je travaille, j'ai plein d'écrans qui s'allument en même temps. Je vous regarde tous les jours, c'est-à-dire que celui-là c'est allumé à côté de moi et puis quand je suis en pleine dépression, ça m'achève. Non, mais c'est génial. Bon, écoute, en tout cas, moi je suis ravi. En plus, tu me parles d'OLED, moi ça me parle vraiment. Et 240 Hz, ça serait quand même. Il faut savoir que la dalle. C'est violent, ouais. C'est violent. Puis la dalle OLED en elle-même a une latence qui n'est pas mesurable. C'est ce qui est derrière qui fait. La dalle en elle-même, la OLED, c'est allumage immédiat. Est-ce qu'à un moment, l'augmentation dans les hertz sert vraiment à quelque chose? Parce qu'on arrive à 240 Hz. Mais il y a eu il y a eu des études faites là-dessus. Il y a eu des études faites au moment où les écrans ont commencé à faire 90, 120, notamment par les 120, marques. je comprends. Il y a 140, eu des gens qu'on mettait justement en une sorte de blind test. Le mot est con puisqu'on n'est pas blind, mais on disait voilà. Alors est-ce que mais oui non mais attends, il y a un moment où on a mis les gens dans une pièce. On dit comme quand on fait des trucs on écoute, on dit voilà là ça c'est on va passer de 60 à 90 à 120 et à partir de 120, les gens n'arrivaient plus à détecter la suite. Ouais, moi je pense que c'est ça. Parce que souvent, t'as des gens qui viennent nous emmerder sur certains streams perso. Oui, mais les gars, après 60 FPS, l'œil ne fait plus la différence. Ça, je suis désolé. Tu fais bouger ta souris sur un écran 60 et tu passes sur 44 Hz, tu refais bouger. Absolument d'accord. Tu vois la différence. Absolument d'accord. 120, c'est pas une question de ce que tu perçois, c'est une question de fluidité de l'affichage. Donc tu peux voir. En fait, c'est comme si tu sautais des frames, que tu rajoutais des frames sur un 120, ce qui te permet, par exemple, quand un gars sur un FPS saute vers toi, là où sur un 60 Hz, pour schématiser, tu verrais 7 étapes, 7 étapes, 7 étapes, ce qui te laisse peu de temps après pour réagir. Sur un 120, tu auras 7 étapes, 7 étapes, 7 étapes, 7 étapes, 7 étapes. Ça te permet de réagir plus facilement. Et effectivement, c'est un test que vous pouvez voir immédiatement sur YouTube, Linus Tech Tips, qui a fait ce test-là avec Shroud, qui est un joueur de FPS pro, enfin, qui l'était plus maintenant, mais ancien pro FPS. Shroud, ancien pro CSGO et Valorant un petit peu aussi. Et la conclusion a été qu'effectivement, 120 Hz, ça change énormément la donne. À partir de 120, ils ont testé jusqu'à 144. Ça devient c'était pas un peu plus difficile d'avoir la perception. Mais de 60 à 120, moi, la différence, elle est... Ah oui, non, ça oui, clairement. C'est du délire, quoi. Bon, écoute, en tout cas, c'est passionnant. Là, je crois qu'on prend un temps de folie, et justement, un temps de folie, mais un truc qui m'intéresse beaucoup avec toi, Captain, puisque tu m'as parlé de méta et de quelque chose qui a été retiré en urgence. C'est quoi l'urgence? Tout à fait, je me frotte les mains parce que j'adore ce genre de news. Alors, la semaine dernière, je crois que c'était le 15, Facebook a lancé son IA, donc publiquement, qui s'appelle Galactica. Alors, l'IA Galactica, ça sert à quoi? C'est une IA qui, en fait, a dans son moteur à scanner des millions et des millions de documents scientifiques. Donc ça peut être des thèses, des articles, ça peut être des fiches Wikipédia, pour pouvoir répondre quand on pose une question. En fait, c'est un peu l'avenir des moteurs de recherche, à savoir que quand tu fais une recherche, plutôt que de t'envoyer vers des liens de page, l'IA te répond directement, un peu comme un assistant Google ou comme Alexa. Donc au lieu de te dire simplement, voilà, ta réponse, elle va être sur cette page, sur cette page, sur cette page, tu vas avoir le moteur, donc là en l'occurrence l'IA, qui va te sortir un article, qui va dire, voilà, ça c'est la réponse à ta question, avec les sources documentées à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Alors, évidemment, l'objectif de faire cette espèce de puits de science, de moteur de recherche pour les scientifiques de nouvelle génération, quand tu es un chercheur, par exemple, qui a besoin de chercher sur je ne sais pas quel truc, plutôt que d'aller voir, de consulter des centaines de pages, tu vas avoir cette IA Facebook qui va te répondre et qui va te donner un article, en fait, qui va te créer un article de zéro avec toutes les références. Ça, c'est pour les journalistes, c'est génial. Voilà, ou qui va te créer effectivement un article. C'est trop bien. Du coup, tu fais le travail, mais t'es pas payé. C'est ça, t'es pas payé. D'ailleurs, dans la façon dont ils le vendent, ils disent cette IA peut éventuellement créer des pages Wikipédia toute seule.
Alors ça c'est c'est la théorie. Parce que l'IA se référence à Wikipédia pour créer la page Wikipédia. Voilà, et là on est dans une boucle infinie, tu vois. Voilà, ouais, exactement. Alors le problème c'est qu'au bout de 48 heures, en fait, ils le retirent un peu en urgence parce qu'ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que autant l'IA était très forte pour avoir absorbé tous ces documents, autant elle était vraiment à chier pour ce qui était de ressortir des articles. Et elle ressortait des articles qui étaient non seulement faux, mais qui donnaient l'impression d'être vrais, quoi. C'est-à-dire que comme si tu te retrouvais sur une page Wikipédia, un article vachement bien commenté, bien écrit, tu as vraiment l'impression que c'est un humain qui l'a écrit, mais en réalité, et avec des liens qui renvoient vers des articles, mais sauf qu'en réalité, tout ça, c'est du flan, parce que les articles étaient faux. Donc on était quand même dans la désinformation, il y avait des... Mais en 1840, Captain Web... Voilà, c'est ça, exactement. Ça citait des auteurs avec des articles en disant cet auteur-là, voilà, il y a pour telle raison voilà, un argument, et voilà, cet auteur a écrit un article à tel moment, vous pouvez aller le consulter. Sauf qu'en réalité, l'auteur, il n'avait jamais fait ça, quoi. C'est totalement du flan de A à Z. Et sans compter qu'en plus, comme évidemment, il pouvait y avoir des sujets sensibles, derrière, Meta avait bloqué plein de sujets. Par exemple, tu ne pouvais pas faire recherche sur le sida, sur les communautés LGBT, etc. C'était bloqué. Donc, en fait, tout ça faisait que c'était un immense merdier et que ça te sortait des articles qui étaient littéralement des fake news, mais qui avaient vraiment une apparence. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait le copier, aller le poster sur Wikipédia, et à moins que quelqu'un se penche vraiment dessus et aille regarder dans le détail, c'était extrêmement trompeur. Donc vous voyez un peu l'ampleur du problème. 48 heures, c'est vraiment un retrait urgent. Ah ouais, mais là, ils ont bien vu. C'est pas la première fois que ça arrive, parce qu'ils avaient, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient sorti un chatbot qui s'appelait Blenderbot il y a de ça quelques mois ou peut-être un an. Il est devenu nazi à partir de combien de... Alors ça c'était l'IA de Microsoft. Non mais lui aussi, oui, il est devenu effectivement extrêmement raciste. C'est ça, environ 10 secondes. Toutes les IA deviennent racistes au bout d'un moment. Donc si en plus on a une IA qui crée des faux articles, tu vois, le chemin. C'est comme ça, quoi. Blenderbot c'était magnifique parce qu'en fait, les gens se sont amusés avec. Forcément, tu mets une IA, un chatbot en ligne, tu sais forcément que les gens vont faire de la merde avec, c'est obligatoire. Et donc ils avaient posé des questions, Facebook et tout, s'en pense quoi? Et le robot, donc le chatbot répondait non mais Facebook en fait vraiment elle est pas dessus et tout, c'est que des fake news, la communauté est super toxique. C'était leur IA qui disait ça, quoi. Donc voilà. Alors, on a quand même eu un petit commentaire du boss du département AI de Meta qui s'est un peu énervé, si tu veux, et qui a dit, je cite, voilà, nous mettons en pause l'AI, il n'est plus possible de s'amuser en l'utilisant volontairement de façon mal intentionnée, si tu veux. Ce qui est effectivement, bon, voilà. Ouais. Donc, tout ça pour dire que autant les IA actuellement sont très fortes pour voilà, absorber plein de données, autant elles ne sont pas encore au niveau pour simplement comprendre ces données et arriver à sortir quelque chose qui soit utilisable véritablement. Enfin là, il y avait quand même un challenge de folie parce qu'elle devait rassembler les données, les mettre en forme, créer une sorte d'article presque de presse, et tout doit être fiable à l'intérieur. Comment et surtout qu'on est dans le domaine universitaire, on est dans le domaine scientifique, donc on est vraiment sur des choses qui sont super importantes et où tu peux pas faire n'importe quoi avec. C'est aussi pour ça, je pense qu'ils l'ont retiré au tout de 48 heures, parce qu'ils se sont rendus compte que ça allait très vite. Les gens allaient utiliser ce truc-là probablement pour aller le reposter sur Twitter, sur Facebook, etc. Et ça allait être encore plus une catastrophe. Ce que j'adore dans cette intelligence artificielle, c'est l'ironie absolue de sa création, en fait. Parce que cette intelligence artificielle, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle se base sur du contenu qui soit sourcé, qui soit forcément vérifié, véridique, etc. Ce contenu qu'elle essaie de remplacer. Alors elle sert à quoi, du coup, l'IA ? Je vous pose la question. En fait, elle compile, elle s'amuse, elle compile. C'est Dieu la compilation, le truc. Elle cherche des solutions. L'idée est très intéressante parce qu'elle n'était pas seulement, elle pouvait pas seulement t'écrire un article. Après, elle pouvait te solutionner de l'algèbre, te faire des formules mathématiques. C'était quand même très poussé. Mais fausse aussi. Alors, je sais pas. Peut-être mathématiquement, c'est plus facile que de récupérer des papiers. À la fin, t'as une énorme formule et tout, et là, c'est trop intelligent, mais ça veut absolument rien dire, tout son truc. Le problème, c'est que oui, ici, effarant. Voilà, et à quel moment l'IA sera assez, n'importe laquelle d'ailleurs, sera assez balèze pour qu'on puisse lui faire confiance et dire, ok, on la met en ligne, c'est bon, il n'y aura pas de problème. Je pense que c'est un souci, on n'est pas prêt encore d'arriver. À ce moment-là. Moi, j'ai une question de béotien. Quand ces gens-là, ils ont donc créé cette IA. Ils n'ont pas fait des tests approfondis avant de la balancer dans le public. J'ai l'impression que ça se pointe. On va voir ce que ça va faire. Mais avant, ils ont testé quelque chose. C'est quand même pas à ce point-là. Je pense que l'idée, c'est de faire une bêta. Une bêta, forcément, à un moment ou à un autre, tu la balances au public. Généralement, sur le développement d'une intelligence artificielle, tu crées d'abord un modèle que tu dois entraîner. Sauf que tu dois du coup pousser énormément de data dans ce modèle pour avoir les résultats que tu veux, etc. Sauf que, tu peux le faire en off, ça, déjà. Oui, sauf que il y a un moment pour une IA qui cherche à être aussi centrale, il y a un moment où tu n'as pas le choix. Même si tu lui as filé 1000 trucs, il y a un moment où il faut que tu la pousses dans le grand bain où il y a 1 million de données qui arrivent, tu vois.
Et c'est là où ça passe ou ça casse, et la plupart du temps, ça casse. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment le crash test ultime. C'est-à-dire que tu le balances à une communauté qui, quand même, de base, va faire de la merde avec parce que tu sais que ça va être extrêmement toxique si tu veux. Internet, quoi. Et tu vois, c'est pour ça qu'ils ont foutu des filtres parce qu'ils se doutaient que ça allait mal se passer. Ils se doutaient pas, à mon avis, que ça allait aussi mal se passer. Mais aussi rapidement en plus. Voilà, sur une IA qui est faite pour des scientifiques, ils se sont dit bon, voilà, ça va être des universitaires qui vont tester le truc et tout. Non, ça s'est mal passé. Donc on sait pas. Voilà. C'est ça qui me fait marrer. Genre ils s'en doutaient pas. Y a-t-il eu seulement un seul test sur Internet d'IA qui ne soit pas devenu fou au bout de 48 heures? C'est vrai que systématiquement ça se passe mal. Il n'y a pas une fois où ça s'est bien passé. Et même où dans les développeurs de jeux vidéo, il y a une notion qui s'appelle le TTP. C'est si tu laisses un outil de création à un joueur, au joueur, c'est le time to penis. Le temps qu'il faudra aux joueurs pour pouvoir créer un pénis sur le truc. Parce que quoi qu'il arrive, ils savent que ça va se j'ai bien passer. entendu. Parce que je me demandais si on va se prendre un ban ou pas. Non, mais même pas. C'est la totale, cette émission. Et je pense que pour les IA, il y a un moment où il y aura time to Godwin, tu vois, où genre, il y aura combien de temps avant que ça puisse devenir Hitler style le truc, quoi, tu vois. Oh mon Dieu. Quoi qu'il arrive, si tu donnes un outil à une masse gigantesque, c'est de toute évidence la nature humaine, on en fait de la merde. Ouais. Ça donne de l'espoir pour l'avenir, moi je suis ravi. Mais justement, si on parlait un petit peu d'avenir, est-ce que tu as fini la petite chronique, mon petit Captain, ou tu reviens de tout à l'heure avec un tas de choses extraordinaires? On va parler un petit peu des trucs qui me fait déjà, parce qu'on ça va y aller là aussi. Justement, les GAFAM versus The States. Alors j'ai lu ce que tu vas me dire, c'est déjà, restez bien, vous allez voir que... Effectivement, là on arrive sur l'instant légal, le truc que tout le monde adore. On va parler avocat et commission. Bon, et ça piqûre à lui quand même. On a deux grosses news dans ce cadre. Donc effectivement, les GAFAM ou les GAMAM. C'est vrai que maintenant Facebook s'appelle Meta, donc c'est les GAMAM, mais j'ai du mal à m'y faire. Cette fois-ci, premier coup de poing, ding ding ding, Angleterre versus Apple et Google, puisque après la Commission européenne, c'est au tour de l'Angleterre de se pencher sur le cas de l'App Store et du Play Store, donc chez Apple et Google, à savoir que après la publication de son étude sur l'écosystème économique mobile, une étude qui avait été commandée il y a très longtemps, le CMA, donc l'autorité britannique de la concurrence, a pris note du fait que ce duopole permet aux deux acteurs d'avoir un contrôle total des opérations sur leur système, leur magasin d'app et leur navigateur web. Sauf que du coup, ils ont reçu énormément de retours de développeurs et de développeurs sur cette branche en mode... en fait, ils étouffent de ouf notre innovation. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire. Aidez-nous, s'il vous plaît. Il y a le cloud gaming qui a été particulièrement noté comme un point d'intérêt en fait, d'évolution en Angleterre, puisqu'il y a déjà plus de 800 000 utilisateurs de services de cloud gaming en Angleterre. Sauf que les restrictions de distribution sur les appareils mobiles, on pense particulièrement à l'App Store, même si le Play Store aussi funky, ou par exemple le Xbox Game Pass est obligé de passer par Safari, ne peut pas avoir son application, ou Shadow a dû modifier aussi énormément son code et dire adieu à son launcher parce que les limites en place d'Apple ont fait que tu pouvais pas. Donc, du coup, il va y avoir une petite enquête lancée, une nouvelle fois, face à l'App Store et au Play Store, sachant que plusieurs créateurs du web, des développeurs, des vendeurs de services cloud ont poussé cette autorité de la concurrence à justement se pencher sur la question. Donc ça y est, c'est lancé. Généralement, il faut 18 mois au CMA avant d'avoir ses propres conclusions, mais il se pourrait que l'App Store et le Play Store se prennent une petite pichenette sur l'oreille, tu vas mettre tout de suite. De 2023. Ouais, sachant que l'Angleterre, je le rappelle, n'est pas le seul sur la question, parce que la Commission européenne s'y est penchée aussi, et s'y penche régulièrement sur énormément de trucs. Et deuxième, petit duel. Fais-toi plaisir. Cette fois-ci, c'est la FTC contre Microsoft, donc la Federal Trade Commission, donc encore une fois, commission concurrence, etc., qui pourrait lancer un procès antitrust contre Microsoft pour bloquer le rachat d'Activision, ce fameux rachat dont on parle régulièrement. Cette fois-ci, c'est le journal Politico qui cite 3 sources internes à ce dossier. A priori, un challenge pourrait être lancé, mais ce n'est pas encore tout à fait garanti, sachant qu'en fait les 4 personnes en charge de ce dossier n'ont pas encore voté s'ils devaient lancer une procédure ou pas. Sachant qu'ils vont pas tarder à aller rencontrer aussi les avocats des différentes parties, à savoir Microsoft, Activision, Blizzard. Mais de toute évidence, ça tend plutôt vers on va lancer un procès contre Microsoft et on va arrêter toutes ces bêtises. Donc ça risque d'être un petit peu chaud
pour Mais l'évolution. attends, mais moi, je te connais, tu te régales. Plus c'est chaud comme ça, plus tu te régales. T'es comme Captain Wham, dès que ça commence un peu on à aime bien mousser ça. de tous les côtés. Il se nourrit. il se- Bien sûr. Ah mais moi Bien sûr, il se évidemment nourrit. je me nourris de ce guac, je le déguste Non, mais mais tu sais comme moi, c'est la première fois. Enfin, ils ont un budget carrément pour ça. Ils ont un budget bien sûr, procès de évidemment. tous les côtés. Ils sont bardés d'avocats. Ils attendent. Mais je sais pas qu'ils attendent que ça. Mais quelque part, historiquement ils- parlant, ils savent très bien se tiennent prêts à ça ils se depuis tiennent le prêts à ça début. tout le temps. Ils en ont parlé immédiatement. tout à fait. On voit la communication de Microsoft sur ces dernières semaines de genre oui, mais on va laisser Call of Duty à Sony. Voilà. Tu vois, évidemment. Mais voilà, à un moment, il y a des lois. Il y a des lois qui peuvent Tu vois être quand tu dis modifiées. ça, il y a mais des si tu lois, regardes la caméra, il y a des lois. voilà. C'est le truc qui fait Voilà. peur. Et c'est pas les GAFAM de côté, hein, c'est nos petits loulous. Hein. Eux, ils sont gentils. Ah non, mais je veux qu'on déguste ensemble, mais on déguste. communautairement ce guac. À chaque Je fois que tu suis ici viens- pour vous dire, prenez une cuillère. Tu vois, alors, je t'en prie, serre-toi de mon ramequin. Tu vois, alors, il n'y a pas de problème. Comment est votre blanquette? Elle est bonne. Et du coup- Ah, mais dans les faits, c'est vrai que. Après, comment- Microsoft a dû prévoir le coup, parce qu'ils sont, Ah oui, ils ont oui, une armée oui. d'avocats Oh qui, là là. qui attendaient que ça et qui. C'est vrai, ils commençaient à poser les pierres déjà du Oui, truc, voilà. ils commençaient à en parler, attention et tout. Donc ils s'attendaient au retour de bâton. C'est bon, est-ce que tu as encore des trucs à nous dire pour nous faire du bien comme ça avec tes ramequins et autres, ou est-ce que c'est bon là, il y a un... Non, mais on est très bien. Après, on peut en discuter. Hein, Mais avec grand plaisir, on a tellement de évidemment, choses à hein. discuter. Si tu veux, je te coupe la parole, j'adore ça. On a tellement de choses à discuter. Je dis, soit tu me dis c'est terminé, Pépé, on peut passer à autre chose. Et dans ce cas-là, autrement, je te laisse la parole pour. Et puis je m'en vais, moi, si tu veux, c'est pas un problème. On a tellement d'autres news incroyables. Notez bien en tout cas qu'on va suivre le sujet. Mais T'as vu tellement. comment il sourit Mais Parce que c'est regarde, tellement- regarde ce sourire absolument incroyable. Tu vois, mais parce que tu sais Mais- très bien, la semaine prochaine, tu vas continuer. toi. Je veux dire, je vous parle d'entreprises multimilliardaires qui se prennent des taquets par le peuple. Évidemment que je suis en train de sourire. Pourquoi vous n'êtes pas en train de sourire avec moi? C'est Regarde, ça la regarde, vraie regarde. question. On est en train de gagner. Oui. Le Oui. peuple. Alors, tu vois, alors c'est magnifique. Je ne suis pas aussi optimiste que toi. Hein. Attendons de voir un peu comment ça va Ouais, se ouais, passer, clairement, parce que des fois, tu vois, c'est question de faire, voilà, genre, on surveille ce qui se passe, etc. Au final, je vois mal. C'est possible qu'il se passe rien. Hein. Ouais, Moi, je vois bien le rachat aller au bout. Hein. Ah oui, oui, il va complètement aller Je au vois bout. bien le rachat Mais par aller au contre, ça m'étonnerait pas, et là, c'est là où je perds ma foi en l'humanité, mais qu'importe, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des amendes qui se glissent bout. Ouais, entre-temps, des armes, simplement pour, quelque part, c'est comment dire, c'est une alerte, une contravention de vitesse. Voilà, C'est pour la ça. bonne forme, on va Genre, dire. hop, attends, pendant que tu passes, fais voir, Voilà. qu'est-ce qu'il y a dans tes Là, poches? en même temps, il y a un petit péage sur le côté. Une Voilà. photo de Madame Calloway, incroyable. Et voilà, ils prennent un petit peu de sous, ils laissent partir, tu vois, ce sera... Oui. Sur une Vraiment opération tellement à ça, plus de je 60 pense. milliards de dollars, je pense que Microsoft a dû Oui. prévoir un petit, Oui, voilà, oui, complètement. quelques Il y a un millions de petit- il y a un côté petit pour une amende. pécule de prévu en lobbyisme, 5% en pour tout les ce que tu avocats. veux, c'est Voilà, clair et net, hein. Eh bien, écoutez, il y a un truc maintenant après ces belles phrases, un truc qui me fait carrément kiffer, c'est la suite avec Reza, parce que on va pas se cacher les choses. Pour les gens qui auraient vu par hasard M6 et Turbo, donc dimanche dernier, j'ai eu la chance d'être invité par M6 pour parler de ma passion pour les véhicules Honda. C'était une émission super avec Cyril Drevet et autres, et c'était un plaisir à faire. Et justement maintenant, il y a une news qui est relative à Honda, dont j'avais déjà entendu parler en tant que fan de la marque, et je suis très heureux que tu puisses m'en parler, Reza, avec le plus grand plaisir du monde. Oui. Alors Pépé, moi aussi, je suis grand fan d'Honda, mais c'est plus Honda EG6 96, Honda en K9 Oui, 99. c'est mon doute. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui on va Non, parler. mais amour quand même. Amour quand même. Amour Aujourd'hui, quand on va même. parler spécialité de Max Sildan, voiture électrique. J'en ai jamais conduit. Bah, Et oui. voilà, voiture électrique, aujourd'hui on en parle. On va parler de Honda qui a, je sais pas du tout avant aujourd'hui, qui a fait du coup une co-entreprise avec Sony pour faire des produits électriques. Si je dis pas si je dis pas de bêtises, pardon. Ils vont arriver avec la Sony Honda Mobility pour essayer de se démarquer des concurrents. De quelle façon? En apportant tout simplement du divertissement dans le monde de la voiture électrique, pardon. Et si je me permets de t'arrêter, la voiture dont tu parles, si Florian peut aller sur ma chaîne YouTube, parce qu'il y a déjà la présentation du projet du véhicule au CES de Las Vegas avec les projets Sony. Moi, j'ai la vidéo sur la chaîne, c'est dans la vidéo Incroyable. Sony. Voilà, donc c'est parfaitement ce que tu dis et c'est parfaitement lancé en plus. Hein. C'est pas un projet en l'air, Monsieur Reza. Exactement. Donc on disait ici, on allait essayer d'ajouter tout ce côté contenu, tout ce côté amusement dans les voitures électriques. Donc Sony va essayer de proposer du contenu, des services et des technologies de divertissement qu'ils font déjà, et ils vont essayer d'allier tout ça au monde de la mobilité, parce qu'encore une fois, c'est pas encore fait dans le milieu. Une intégration technologique possible et qui sera conçue autour d'une plateforme, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une voiture
puis ensuite dedans d'installer le tableau de bord avec les OS et tout ce qui va avec. Ils vont essayer de développer la voiture autour du système directement d'IA mis en place avec Sony. Dis-moi Pépé, pardon. Non, mais c'est parce que tu as les images Non, quand les tu images, parles. ouais. Ça anime ton discours encore plus. Je suis pas content pour toi. Voilà. Ce qui en fera du coup une véritable console sur roue. On sait que c'est un rêve qui date des années 2000. Dans les années 2000, les Américains qui avaient beaucoup d'oseille, ils commençaient déjà à mettre des écrans dans leur SUV avec des PS2. Pimp My Ride. Pimp C'est ce que My j'allais dire. Là. On sait que t'aimes les barbecues, alors on a mis un barbecue dans ton coffre. Donc tu avais ces fameuses PS2 dans les voitures qu'on voyait que sur des séries américaines. Aujourd'hui, il y a peut-être un coup à faire quelque chose de super stylé avec du système embarqué de qualité et directement des OS conçus autour. Je sais pas, vous, ce que ça vous dit. Est-ce que ça vous inspire confiance? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les voitures électriques, tu peux la laisser conduire toute seule. Il y en a certaines, tu peux faire le trajet solo. Alors. Donc imagine que tu fais un trajet où tu laisses la voiture te conduire et pendant ce temps, tu es en train de faire ta run de GTA 6. Alors personnellement, vu que je n'ai pas le permis de conduire, si tu veux, j'attends ça avec impatience. J'y crois pas trop honnêtement. Et évidemment, si je pouvais jouer tout en allant à l'endroit où je veux sans avoir besoin d'un chauffeur de taxi ou d'Uber, pourquoi pas quoi. C'est un peu mon rêve. Il existe les bus aussi, tu sais. Peut-être. C'est pas mal. Je les prends beaucoup. Je pense que je vais pas trouver de PS5 dans les bus C'est clair, avant net, très ouais. très longtemps. Non, bah oui, dans un avenir relativement proche ou moyen terme, on va dire, je pense qu'on peut imaginer que les voitures full autonomes existent. La Et à ce catégorie moment-là, 5, la fameuse catégorie faut 5. bien qu'on s'amuse sur 1 ou 2 Bah heures de oui. trajet, j'avoue, tu vois. De voir ça aujourd'hui, disons que ça montre qu'ils sont prêts à travailler sur le concept et à vraiment. Ce que j'aime bien, en fait, c'est surtout cette idée de cette fois-ci, on va créer d'abord l'écosystème et la voiture autour. Plutôt C'est que ça. voiture et après intégrer Mm. un écosystème à l'intérieur. Maintenant, les jeux vidéo dans une bagnole, c'est pas récent, hein. Exactement. Tesla le fait depuis, je sais plus, super longtemps en fait. Tesla, ils font des 2-3 ans, jeux hein. et Tesla, ils avaient fait une autre promesse récemment, mais on ne sait pas encore où ça en est. Et il dit qu'ils travaillaient à une intégration possible de Steam dans leur environnement. Ouais. Mais J'ai plus entendu reparler de ça. depuis, Ouais, exactement. j'en ai plus entendu reparler. Depuis, c'est silence Ouais. radio. Complètement. On n'a pas eu de news. Rien. Donc voilà, intégrer Steam, ça peut le faire, mais je pense que cette idée où Honda travaille directement avec Sony et ils vont concevoir les voitures autour d'un système entièrement fait, donc d'un environnement, ça a plus de chances pour moi de voir le jour et de manière sérieuse que l'intégration de Steam chez Tesla, tu vois. Mm. Donc ils espèrent oblitérer toute la concurrence du marché avec ça. On dit clairement actuellement il y a Tesla qui met du jeu, mais eux c'est vraiment pas le même niveau qu'ils visent et ils pensent clairement qu'avec ce produit ils seront loin devant et qu'il n'y aura personne pour les toucher. C'est des grosses entités, hein, c'est des entités qui travaillent. L'union est une union, pour ma logique, Honda et Sony, pour ça me paraît tellement logique. Pour aller dans ton sens, parce que, après, la question qu'il faut poser aux gens qui nous regardent, est-ce que, d'ailleurs, ça les intéresse de jouer dans un véhicule? Moi, je trouve ça plutôt cool. Si, en effet, c'est parfaitement safe. Est-ce que ça donne pas un motion sickness de malade Bah, de jouer non, oui, peut-être, mais Je sais pas. tu vois, ça va dans la mouvance d'une intégration actuellement dans les véhicules, parce que Mercedes travaille sur les véhicules Dolby Atmos. J'ai vu aussi que Tesla travaillait là-dessus. On est dans ces environnements qui deviennent immersifs au sens audio-vidéo du terme, mais ça va parfaitement dedans. Donc après, c'est surtout des modèles qui sont très très haut de gamme. Il faut savoir qu'on n'est pas sur des produits qui sont abordables. Mais justement, la question que je pose, est-ce que les gens qui nous regardent, eux, seraient tentés directement par ça en véhicule? Moi, je suis assez tenté. Hein. Globalement, En vrai, je suis tenté. j'ai Hein. l'impression moi, que je suis tenté. les bagnoles vont devenir petit à petit, même si c'est pas à court terme, hein, mais des espèces de centres de divertissement sur roues. Parce que si t'as plus besoin de conduire, Bah oui, faut qu'est-ce que s'occuper. tu fais d'autre, À quoi, part dormir, tu faut vois, faire autre ouais, chose. voilà, tu vois, tu auras un pieu d'un côté, ta PS8 de l'autre, et puis voilà quoi. Et tu après, en vois. fait, tu rentreras la voiture directement dans ton salon et ce sera ton media center. Ça se transforme en canapé si tu veux et hop, c'est bon. En vrai, ce serait énorme. Oh, j'adore Bumblebee. optimiser Moi, l'idée les me plaît trucs comme ça, beaucoup, tu vois. Genre, Même chose à c'est Las trop bien. Vegas, je pense que parce que Sony va présenter des trucs et Honda aussi, donc au CES, il y aura certainement des choses qui seront montrées une fois de plus. Merci Reza, c'était la news qui me fait vraiment kiffer quoi. En parlant de kiffer, manette Xbox, qui prend Monsieur Captain? Allez, c'est moi qui vais vous en parler, effectivement. Yes. Alors, vous vous rappelez du The Duke, cette manette Magnifique. de la première Xbox, qui était C'est vrai, toi tu l'avais de Moi, je l'ai eu, ouf, hein. la Duke, ouais. de la première Xbox. Ouais, j'ai eu la première Xbox Day Ouais, One. moi aussi. Donc, j'ai Alors eu la pas Day One, mais je l'ai eu. Et effectivement, il faut dire que les manettes étaient absolument monstrueuses. Ah ouais. C'était un avec truc- bouton blanc, bouton noir Ouais, aussi à l'époque. J'avais dessus. genre 12-13 ans, j'arrivais pas. Ouais, c'est ça. Pas Ça la faisait tenir, quoi. la taille de ta tête, quoi, effectivement. Et c'était l'année dernière, le fabricant d'accessoires Hyperskin avait Il ressorti. avait ressorti ça. Il avait ressorti la manette et là ils viennent d'annoncer qu'ils ressortent la manette de la 360. Je crois que c'est du matériel qui est validé par Microsoft, donc on peut penser a priori que ce sera
de qualité. Et la 360, c'était aussi effectivement une manette qui a eu beaucoup de succès. Ouais. Qui a été. C'est notre manette chérie, ça. Alors, c'est une de tes manettes préférées, je crois que tu en avais parlé. C'est une de mes manettes préférées. C'est la manette avec laquelle j'ai joué le plus longtemps. Ouais. J'ai joué avec la manette de 3.6 de 2005 à 2017 au moins. D'accord, donc 12 ans, c'est pas mal. 12 ans ouais, avec cette manette. Ouais. Un bon 12-13 ans. Ouais. Eh ben, écoute, tu vas pouvoir éventuellement racheter cette manette-là. Alors, on n'a pas encore le prix, par contre, on a 2-3 détails dessus. Déjà, les couleurs, évidemment, il y aura le blanc d'origine, rappelez-vous. Ouais. Le souvenir de cette espèce de blanc cassé de la manette 360. Mais tu auras aussi du noir, du rose et du rouge. Et elles fonctionneront sur les nouvelles générations de consoles, donc sur les séries S, série X et également sur PC. Ouais, sur PC. Par contre, ce ne sera pas sans fil. Attention, il y aura un port USB-C, il faudra la brancher. Donc, tu auras toujours un fil sur la console pour pouvoir l'utiliser. En fait, la manette Xbox 360 a été particulièrement populaire sur PC en version filaire parce qu'elle était compatible. À l'époque où Steam était moins compatible avec les manettes et les périphériques, c'était un peu chelou. La Xbox 360, c'était le seul pad que tu pouvais brancher et jouer immédiatement. Mais ça, depuis Windows Vista. Ouais, mais ça, c'était génial parce que c'est vrai que c'était un gros argument de se dire putain, je vais pouvoir avoir une manette que je vais pouvoir brancher sur mon PC sans avoir à payer en plus. Et du coup, elle est devenue ultra légendaire, quoi. Bah, j'ai fait du MK8 à foison avec la manette Xbox 360 sur le PC d'une amie, quoi. Alors, ça rappelle des bons souvenirs. Alors, tu auras des petites améliorations quand même par rapport à la manette d'origine. Entre autres, tu auras 2 touches, une touche de capture. Et oui, non, tu n'auras qu'une seule touche de capture. Et tu auras une prise jack pour brancher un casque. Donc voilà, on va attendre de voir. Côté prix, ça risque quand même de piquer un peu. On n'a pas de prix ni date de sortie. On peut imaginer que ça va sortir en début d'année prochaine. Et le prix de la Duke, de mémoire, je crois que j'ai regardé vite fait, on la trouve à 130 €. Donc, Après, là, c'est de la revente, je crois. oui, alors, eux, ils sont constructeurs, donc ils revendent à des grossistes. Et après, c'est les distributeurs, je pense, qui fixent les prix, plus ou moins. Je crois la Duke, quand elle est sortie, des Hyperskin, c'était vers les 60 balles, je crois, à peu près. D'accord, bah là, je ne l'ai pas trouvé. Aujourd'hui, les seuls que j'ai trouvés, ça doit être des revendeurs, du coup, mais qui la vendent super cher. Mais il va falloir faire gaffe à ça, parce que du coup, ce qui était pas mal avec la manette de la 360, c'était le prix. La manette de 3.6, ça marchait plus, t'en rachetais une à 30 balles. Ouais. C'était vraiment ça l'avantage. La manette était assez solide. La manette avec la manette filaire, fallait faire gaffe à pas enrouler autour de la manette, parce que sinon, en fait, tu gaspillais le truc au-dessus. Donc, s'ils la font super cher, pour moi, ça marchera pas. S'ils la font à un prix abordable, ça peut fonctionner. Le truc aujourd'hui, c'est que j'ai remplacé le bébé, quoi. C'est-à-dire que la manette d'Xbox One classique, j'aimais bien, mais je jouais encore avec la manette de 3.6. Je préférais surtout les gâchettes pour les jeux de voiture et tout. Mais la manette de série SX, pour moi, c'est le vrai remplaçant de la manette classique Xbox. C'est-à-dire pour moi, elle est T'as pas envie de revenir beaucoup mieux que celle de la 3.6. Ouais, à mon avis, il y aura quand même, va y avoir des amateurs. Il y aura des nostalgiques, des amateurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Et surtout, ça va aussi remettre le marché correctement. Parce qu'à un moment, j'ai acheté beaucoup de manettes de 3.6 parce que je joue encore avec la 3.6. Et le problème, c'est comme il n'y a plus de manette officielle Xbox, les autres manettes des revendeurs, elles sont dégueulasses. Ah oui, c'était la grande époque. J'en ai fait plein sur Amazon, sur machin. Et à chaque fois, je comparais les touches avec ma manette de 3.6, la dernière qui me restait officielle. Et il y avait des problèmes. Donc si là, Hyperskin, ils arrivent à en faire une qui a le même ressenti que la vraie manette de 3.6 filaire, ça peut être bien. La Duke avait des bons retours, a priori, celle qu'ils avaient ressortie. Ouais. Donc on verra. Écoutez, voilà, c'est une petite news comme ça. C'est sympa, on attend la date de sortie, un tarif. On attend de l'avoir sur le plateau. L'avoir sur le plateau, puis on l'aura en avant-première, c'est sûr, c'est une étape merveille. Alors maintenant, c'est un peu à moi, je vais vous parler d'un truc, parce que il y a des petites rumeurs, vous savez que quand même dans un monde, la high-tech, l'industrie, on a quand même le monde des rumeurs. Et concernant les rumeurs, il y en a pas mal qui traînent du côté de Sonos, grande marque, qui fait un peu de tout, hein. Ils font des enceintes, des barres de son, des enceintes, ils ont de tout. Et il y a des petites rumeurs, il faut savoir que Sonos est un spécialiste aussi pour peut-être lâcher des choses, et puis après dire c'est pas moi, parce que non, mais je donne un exemple quand même, parce que je suis allé à New York avec eux quand même pour faire un reportage, et ils ont dit oh là là, PPG formidable, et je suis allé sur place et j'ai parlé avec eux de nouveautés, et puis je suis quand même allé sur place au mois de mai, et je leur ai posé la question de savoir si le mini sub de Sonos allait se pointer. Bon non, c'est pas ce que c'est, machin, et hop, c'est pointé juste après. Donc ils sont très très forts. Donc il y a des rumeurs, parce qu'il y a justement un des boss de Sonos qui a annoncé qu'en 2023 ils allaient sur plusieurs catégories de produits, que ça allait être ci, ça allait être ça, et il y a des rumeurs sur un casque audio Bluetooth signé Sonos, qui serait quand même quelque chose d'absolument incroyable. Du coup, moi, ce que j'ai fait allô Sonos, comment ça se passe? Oh bah non, c'est pas prévu pour le moment. Donc pour le moment, officiellement, il n'y a pas de casque Sonos dans les pipes. Dans les tuyaux, il n'y a rien du tout. Donc je me méfie toujours un peu, parce que tant qu'ils m'ont fait le coup avec le mini-sub, je me suis dit peut-être qu'ils vont me le faire avec ça. Dans tous les cas, il y a une autre rumeur
qui est en train de se propager partout. Vous lisez sur The Verge, sur d'autres médias américains, concernant une enceinte qui serait une enceinte qui s'appelle, il y a un nom en plus, Optimo 2. Alors Optimo 2, ça serait, attention, je mets des guillemets mais gigantesques. Regarde, je me cale là. Voilà, le journal du hardware vous dit des guillemets de tous les côtés. L'Optimo 2 serait leur première enceinte, qui serait une enceinte un peu compacte, multidirectionnelle, capable d'avoir justement un son de tous les côtés, le 360 degrés, le Dolby Atmos, avec cette enceinte. Donc ça serait un autre projet qui est dans les tuyaux. Il y a également des mises à jour, je pense, prévues. Ça, c'est un truc que je sens pour les produits existants. Je pense qu'ils vont faire des mises à jour avec le DTS ou l'audio spatial, le Dolby Atmos. Il y a des trucs qui sont en train d'être vraiment dans les tuyaux. Je pense que Sonos a le vent en poupe pour travailler sur les produits 2023. On en saura plus à Las Vegas. Juste une chose avant de passer à mon petit dossier après, sur lequel j'espère vous allez intervenir parce que c'est important pour moi que tout le monde participe, y compris le chat. Un truc sur la musique en audio 3D, parce que c'est en train de prendre des proportions gigantesques. On verra tout à l'heure avec un sondage. C'est vrai que tout ce qui est musique en Dolby Atmos, qui est l'audio 3D, c'est en train de grossir de tous les côtés et on sent une poussée fiévreuse chez les fabricants pour sortir des produits compatibles. C'est du délire. J'ai des annonces de tous les côtés. Je pense que Las Vegas sera justement une des raisons de ma présence parce qu'il y a vraiment... J'ai un peu l'impression que depuis que Apple le met en avant, tout le monde essaie de... Voilà. Moi qui viens des USA, je peux te le dire, c'est sur place, c'est vrai que... Mais d'abord, il y a un truc qui m'a surpris sur place, on fait une petite aparté, c'est le nombre de casques Apple. Parce qu'il faut voir que sur place, Apple est quand même, pour eux, les États-Unis, c'est le marché. En plus, je suis allé, j'ai fait une escale à Los Angeles, Atlanta, Seattle, c'est des très grosses villes. Ouais, alors j'étais dans l'avion de retour en France. La rangée, on était donc en classe éco, on était donc 4, 2 et 2. Sur la rangée, on était 3 avec un casque Apple. Sur la rangée éco. Et je me suis dit, mais c'est vraiment le casque. On le trouve de moins en moins cher aux États-Unis. Il est à $420. Il a été lancé à 639. Même. Donc il est en train de baisser. Ça fait que moi, j'avais déjà fait la réflexion à New York. Je trouvais qu'il y avait vachement de gens qui l'avaient. Et justement, Apple, mais je crois que tu as raison sur ce coup-là, Apple met vachement en avant l'audio spatial. Et justement, voici maintenant la riposte. En or, la riposte de Qualcomm. C'est parti, jingle, dossier. Bon, messieurs, dames, c'est pas le tout. On va parler un petit peu de Qualcomm, énorme entité Qualcomm. Vous allez voir un petit peu les images maintenant, puisqu'il y a un congrès annuel qui se tenait à New York et qui se tient maintenant désormais à Hawaï, parce que pour eux c'est plus facile. Ils ont beaucoup de clients japonais ou asiatiques. C'est facile de les ramener à Hawaï, c'est plus compliqué de les ramener vers New York. Donc ils font tout à Hawaï. Donc ils ont fait ce congrès pour présenter leurs nouveautés. Et parmi les grosses nouveautés, il y a bien sûr le nouveau Snapdragon Génération 2. Si la régie peut déjà envoyer la première vidéo dans laquelle vous avez l'entrée dans la salle de conférence. C'est une énorme salle de conférence avec tout le parterre des journalistes high-tech. Ils ont leurs clients qui sont là. Ils ont, je pense, quelques distributeurs que moi je ne connais pas physiquement, mais ils ont vraiment beaucoup de monde. Ils reçoivent donc les journalistes, les clients. Voilà, moi je fais l'entrée. Alors le petit logo, c'est parce que je parle en plus, donc je voulais pas en faire 3 fois moi sur l'image, parce que alors c'est même plus possible, vous allez vous évanouir. Donc le truc, c'est qu'on a des sessions, on rentre dans une salle gigantesque, et c'est la salle que j'appelle la salle de la piqûre. Alors c'est un truc gigant, c'est un hôpital, c'est-à-dire qu'ils te mettent des piqûres gigantes, et ils les balancent de loin en plus. Donc là, il y a 3 jours de réunion avec les pontes de Snapdragon qui accueillent en même temps leurs clients. On parlait tout à l'heure justement de marques comme Bose qui sont venus et autres. C'est-à-dire qu'à la base, d'après leurs informations, il y a 200 modèles de smartphones haut de gamme qui utilisent justement le Snapdragon 8 génération 1. Il y a 200 flagships qui l'utilisent. Ils ont justement le 2 qui a été annoncé tout de suite. Alors le 2, il faut savoir qu'il a une particularité absolument géniale. D'après eux, c'est le premier processeur qui serait 5G cognitif. C'est-à-dire, en effet, ce qu'ils appellent un circuit neuronal qui est capable de réfléchir, on parlait tout à l'heure d'intelligence. C'est le premier processeur 5G cognitif qui est capable de traiter cette année le 8K 60 images par seconde, carrément. Le Wi-Fi 7 avec 2 millisecondes de latence. C'est la première fois qu'ils arrivent à faire ça sur des produits. Ils attendent bien sûr des tas de marques qui vont adopter cette génération 2. Alors, le premier à adopter cette génération 2, à ma connaissance, sera la marque Oppo. C'est Oppo qui a annoncé qu'ils seront les premiers à avoir ce nouveau processeur qui nous a été vanté de tous les côtés. Alors, justement, à propos de vanter, ils ont mis un accent particulier auquel je ne m'attendais pas sur l'audio. Ils ont des challenges monstrueux sur l'audio. Et justement, avant qu'on attaque les petites news, j'ai un truc à vous montrer qui est absolument dingue, c'est leur sondage. Alors, ils ont fait des sondages. Ils ont dit, voilà, Europe,
États-Unis, un petit peu d'Asie. Voilà, c'est leur sondage. Et donc, ils ont essayé de savoir quel était le comportement des consommateurs qui donc utilisaient les smartphones, les casques, sur la qualité audio et autres. Alors là, si tu veux envoyer la slide numéro 1 qui est absolument étonnante, parce que d'après eux, ah non, it is not this one. C'est une avec un rond au milieu, tu vois, 61%. Elles sont dans l'ordre. Tu as une qui s'appelle, c'est la première, donc c'est Audio 2, je pense qu'elle s'appelle, mon petit Florian. Vous allez voir une slide absolument étonnante. Il paraîtrait, d'après eux, si vous regardez bien, la perception des gens pour la qualité audio. Il paraîtrait, alors là les bras me sont tombés, mais effrayant, que 32% des gens interrogés dans le monde entier aimeraient avoir de la haute résolution 24 bits. Alors là, moi je dis, si c'est vrai, chapeau. Hein. Donc c'est absolument incroyable. 26% n'ont aucune préférence, 13% plébiscitent la qualité MP3 et 17 et 12% sont pour la qualité donc CD. Donc déjà, je sais très très bien que le public sache faire la différence entre tout ça. Est-ce qu'on leur a pas simplement demandé qu'est-ce que vous préférez comme qualité? Et ben voilà, c'est la meilleure. Et voilà. Et c'est exactement ce que j'ai pensé, parce que les gars ont dû poser une question du genre, est-ce que vous voulez que le son soit meilleur? Je dis, ben oui, ça veut dire 24 bits, alors 32%. Et il y a quand même 13% qui résistent et qui disent, la qualité MP3, c'est cool. Donc la slide numéro 2, je sais plus ce que c'est, ça va être encore plus drôle. Celle qui est derrière, ça doit être le True Wireless. Donc les écouteurs, c'est ce qu'ils vendent le plus. Alors ils ont un marché en croissance, ils en peuvent plus. Hein. Ils sont donc tous leurs clients qui étaient là-bas. Alors celle-là est intéressante aussi. Cette slide, c'est peut-être pas la suivante. Si, alors là, c'est qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez des écouteurs? Alors on pense peut-être que c'est la qualité audio. Eh bien non, c'est pas la qualité audio. Ils attendent notamment à ce qu'il y ait une robustesse de la connectivité, c'est-à-dire que le son ne lâche pas. Ouais. C'est-à-dire le premier truc, c'est que tu cours, tu veux pas que ça fasse cling cling, que tu perdes tu perdes le Bluetooth. Deuxième truc, et c'est là-dessus que Qualcomm travaille. Deuxième truc, 68% des gens veulent absolument la réduction de bruit numérique. Donc on n'est plus sur un marché où on va pouvoir dans peu de temps balancer un produit qui n'aura pas de réduction de bruit numérique, ça sera compliqué. Troisième truc, je pensais que c'était le premier, c'est la qualité des appels téléphoniques. Alors là, bonjour l'ambiance, parce que personne n'y arrive. Donc, alors ça, mais je suis choqué que les gens mettent les appels aussi haut. Bah oui. Par rapport à la qualité de l'audio. Ah mais l'appel téléphonique, tu utilises ça, t'en as marre aussi de ne pas t'entendre quand tu parles, les gens utilisent vachement. Moi je suis du même avis, parce que du coup sur les casques et les écouteurs et tout ça, on a du bon son aujourd'hui. On a déjà du bon son depuis longtemps. Par contre, c'est le merdier pour le micro. Bah, ils sont là, les trucs. J'ai toujours des problèmes de micro, moi. Ça décroche. Et puis en plus, en fait, c'est juste que je me dis que les appels, tu en fais tellement peu aujourd'hui. Ah non, tu les vois, les gens, tu les vois dans la rue avec. Non, tu les vois, vraiment. Et le truc, c'est qu'on parlait d'intelligence artificielle. Figure-toi qu'elle travaille de plus en plus. On va parler justement avec Qualcomm. C'est-à-dire qu'elles, quand elles vont avoir, par exemple, ils essaient d'isoler ta voix. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas faire l'appel téléphonique, ils essaient d'isoler ta voix s'il y a un truc s'il y a du brouhaha autour. Ça fait qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, alors ça isole tellement la voix que même que je suis à côté, on est dans une conversation, je parle dans un amphithéâtre ou un truc comme ça, ils mélangent tout, ma voix ressemble à celle de l'interlocuteur, en final, tu n'as plus rien. Donc, Qualcomm dit, oui, c'est pas vrai. Bon, bref, tout le monde était en train d'en parler. Alors, après, quatrième point, je pensais que c'était aussi un des premiers, un appairage immédiat avec le smartphone. Les gens veulent plus, entre guillemets, en suer. Dire, tu ouvres ta boîte, bonjour madame, et hop, ça s'appaire immédiatement. Sur les trucs, ils veulent un appairage immédiat à 67%, c'est-à-dire les systèmes Google Fastpair, Microsoft, le système Apple qui pop, 67%, et arrive 66% la qualité audio. Donc c'est la 5e position. C'est-à-dire dans l'enquête consommateur, c'est la 5e position la qualité audio. Et voilà, c'est assez étonnant. C'est un peu étrange, non, comme sondage. Regarde, la caméra est là, la caméra. Ils teasent les sondages Qualcomm. C'était la première piqûre pour dire. Alors le truc. Après c'était pour mettre en avant. C'est pour mettre en avant. Alors c'est du délire. Non mais il y a une logique, tu vas voir, parce qu'après je vais expliquer les choses. Bon alors, en tout cas c'était formidable. Hein. Alors après on a le crowbar suivant. Alors le crowbar suivant parle de l'audio spatial. Alors, l'audio spatial, là, ça donne quelque chose d'absolument incroyable. Je vais le résumer parce que ça va être beaucoup plus simple. Eux, ils disent l'audio spatial, c'est l'avenir grâce à Apple et tout. Ils ne l'ont pas dit, mais moi je le dis parce qu'on peut employer le mot Apple. Tu me crois là-dessus. Les gens veulent vraiment à propos de ça. Apple, pourquoi les gens veulent ça? Cupertino, on les aime bien, ils ne veulent pas travailler avec nous et tout. Tu vois, Qualcomm déjà au bord de l'évanouissement. Et donc, là, ils ont fait une enquête qui me paraît un peu plus solide, celle-ci. Parce qu'ils disent que 73% des gens ne savent pas trop ce que c'est. Donc, 27% n'en ont jamais entendu parler de l'audio spatial. Il y en a qui connaissent que le nom, qui s'en savent un tout petit peu, et il y a 11% qui disent je sais ce que c'est. Voilà, donc Apple a encore du boulot, parce que c'est quand même eux les promoteurs. Ils ont encore du boulot là-dessus. On va finir, je crois, avec une dernière slide qui doit être histoire de rire. Est-ce qu'il existe moi je sais ce que c'est, mais je l'utilise pas et je m'en fous un peu.
Voilà, et c'est ça. Donc C'est après, pas il une y a- option qui était disponible dans le sondage. donc les gens, on nous a donné ça. Il y avait des gens qui étaient devant, tu sais, toute la profession qui était là. Il y en a qui étaient, t'entendais un petit peu les tu sais, c'est vraiment, tu sais, les Oscars. Quoi. Oh bah tiens, celui-là, là pas. Donc après, on a une autre slide rapidos. L'intérêt. Alors, on va aller rapidement. Il y a 28% des gens qui seraient prêts à payer $5 ou plus pour avoir le jeu spatial sur des earbuds. Alors moi, voilà, et c'est un truc très étonnant. Et on va finir avec le type de contenu en audio spatial. Donc on rappelle de spatial, c'est le Dolby Atmos, tout ce qui est spatialisé, tu bouges la tête dedans et tout. Alors il y a un truc qui m'a surpris sur l'enquête suivante, là, vous pouvez regarder, sur le crowbar suivant, c'est quel type de contenu pour l'audio spatial. Moi je me suis dit, à la base, c'est peut-être les films, parce que les films on est habitués à la voir comme ça en audio spatial. Maintenant c'est la musique. C'est-à-dire c'est complètement ripé. C'est-à-dire qu'avant, les gens, Apple avait lancé ça, voilà. Le truc c'est la musique, mais elles sont écrasantes. 62% veulent de l'audio spatial sur la musique. C'est la façon d'enregistrer. Oui, vas-y, Reza. Moi, j'ai pas d'audio spatial. Du coup, qu'est-ce qui change avec un audio spatial pour de la musique, Pépé? Alors le truc, c'est que dans ce cas-là, il faut avoir mixé en Dolby Atmos ou bien mixé avec le Sony 360 degrés. C'est-à-dire que tu as des points, que ce sont des objets sonores, que tu peux avoir pour avoir une spatialisation de la musique. C'est remixé comme ça. Et quand tu bouges la tête avec le spatial, tu as la scène musicale qui bouge avec toi. C'est-à-dire que tu as une synchro entre tes écouteurs et c'est-à-dire que tu as une gyroscopie dans les écouteurs gauche-droite. Et quand tu bouges la tête, tu te retrouves dans ton univers à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as vraiment... Il faut que je te fasse essayer, on te le fera essayer. Ouais. Mais l'audio spatial, c'est ça. Mais à la base, pour qu'il y ait l'audio spatial, il faut qu'il y ait un mixage en Dolby Atmos. Comme propose Apple, comme propose Tidal, Apple, Amazon, font des mixages maintenant. Et pas Spotify, du coup. Spotify, alors loin de là. Spotify, Très loin c'est de là. les petits- Faut pas lui mais parler de la qualité de on Spotify. les adore, Non, mais non. Spotify, de toute façon, Spotify n'est jamais cité dans les conférences comme ça parce qu'ils ne sont Jamais. pas en qualité CD, Non, c'est ils n'ont ça. pas de Dolby Atmos, et par contre, ils sont numéro 1 monde. C'est pour dire à quel point les gens sont... Le peuple. Nous sommes le peuple. Mais oui, mais attends, mais il faut Nous sommes écouter les gens. l'utilisateur numéro 1. Mais oui, mais attends, mais Reza, mais tu as raison, je veux dire, il y a d'un côté... Spotify aussi, mec. Mais c'est beau, Spotify Taxou. aussi, t'inquiète. Mais il y a un côté où, en effet, ça, ces annonces, et il y a le public, c'est le public qui décide. Bien Et sûr. le public décide pour le moment, à 13%, ils savent ce que c'est, et le reste, ils écoutent de la musique. En effet, ils veulent de la musique en audio spatial. Donc, alors maintenant, le truc dont on va parler ensemble, vous allez voir les petites vidéos, ça va être assez top. D'abord, je vais vous envoyer la petite vidéo où j'ai moi-même testé l'audio spatial parce que c'est intégré. L'audio spatial est intégré dans la nouvelle plateforme Génération 2, mais pour avoir l'audio spatial, il faut que les écouteurs aient à l'intérieur une puce s'appelle la S3 ou la S5. Et ce modèle-là, les Bose, qui sont ici, voilà. Voilà. Alors j'ai testé, voilà, tu peux les montrer. Eux, ils ont directement les nouvelles puces qui sont à l'intérieur, c'est les Bose QC Earbuds 2. Donc moi j'ai testé, c'est tout simple, hein. Vous avez un signal qui vous arrive d'un smartphone, vous avez des écouteurs qui ont ces puces, et quand vous bougez la tête, vous avez l'univers qui vient avec. C'est intéressant, je vous fais rapidos, on passera sur d'autres trucs après. C'est une des priorités de Qualcomm pour l'audio pour 2023, parce que je pense qu'ils veulent concurrencer à fond ce que fait Apple maintenant depuis un petit moment. Et vous allez voir que la suite est beaucoup plus intéressante, parce que ça, c'est déjà connu, l'audio spatial. Et sachez, quand vous avez un signal qui est Dolby Atmos, vous avez le choix d'avoir soit l'audio spatial et vous bougez la tête, soit vous ne le faites pas. Hein. Mais eux l'ont. Alors, on va revenir sur le cas Bose après, parce que ça a été mis en exergue d'une façon assez étonnante. Le deuxième truc important du côté, justement, de l'audio chez Qualcomm, c'est l'arrivée de Auracast. C'est bien le blanc, j'adore. Ça, je connais pas du Eh tout. ben, ouais, non, justement. là, Eh bien justement, alors eux, ils y croient à fond d'Auracast. Vous allez voir à quel point c'est fabuleux. On voit la petite vidéo qui est donc la vidéo suivante, Auracast, qui travaille d'une façon étonnante. Le truc qu'on fait avec un smartphone, quand vous faites ça, et ça, vous appairez. Oui, d'accord. Chez Apple, on peut appairer 2, mais dans l'écosystème Apple, imaginez un monde où justement, grâce à l'Auracast, vous allez voir la vidéo maintenant, vous avez, regardez par exemple, l'Auracast, vous avez 2 smartphones que vous avez vu tout à l'heure, mais on les verra tout à l'heure, 2 smartphones différents, un qui joue du jazz, l'autre du R&B. Vous sortez vos écouteurs compatibles, vous avez les deux, voilà, et regardez comme c'est beau, ces démonstrations, vous avez les écouteurs compatibles, et vous vous dites, bah tiens, moi j'aimerais passer d'un à l'autre. Vous avez donc les 2 qui sont appairés en Auracast, donc en Bluetooth LE, et vous tapotez, et vous passez d'un à l'autre. Vous passez d'un smartphone à l'autre. C'est-à-dire vous avez, hop, un côté le jazz, et d'autre côté, vous retapotez une deuxième fois, vous changez de canal, si je puis dire. Et vous pourrez faire ça sur de nombreux produits, qui sont tous sous l'égide d'Auracast. C'est intégré, donc, Bluetooth LE. Voilà, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus drôle, parce que vous voyez, tous ces écouteurs sont appairés en même temps. Hein. Alors tous les écouteurs peuvent être appairés à un diffuseur. C'est-à-dire que vous avez un smartphone qui peut être appairé à plusieurs écouteurs en même temps.
Ça devient complexe. Non, oui et non. Parce que c'est mieux pour moi ça. Bah voilà. Parce qu'on est en mode, ok, on est deux, j'ai envie de te partager ma Voilà. musique. À l'époque, on avait un fil, on mettait une oreille chaque fois. Voilà. d'accord. Et Tu vois, là, on est au sans fil maintenant. le truc avait un nom. Excuse-moi, Et dans Pépé. l'autre sens, Oui. pas- Quelle est la différence avec le Bluetooth 5 du coup qui proposait ça aussi? De mémoire, c'était la grande évolution du Bluetooth L'Orca 5. s'est intégré dans le protocole, le Bluetooth 5 et LE surtout. C'est le LE Ouais, ok, qui est dedans. d'accord. Mais à la base, ils ont rebaptisé leur truc parce qu'au début, ça s'appelait le Bluetooth Audio Sharing, c'est-à-dire une connexion de plusieurs personnes à Oui, un voilà. seul smartphone. Qui était dans le sur protocole. Bluetooth 5. Ils ont Ouais. encore amélioré le truc. C'est-à-dire que, Ok. par exemple, si tu t'appaires comme ça avec Orca, tu rentres quelque part dans un magasin. Je suppose que les gens ils doivent dire, je suis parti dans des délires dans les commentaires. Bon, bref, si tu rentres dans un magasin et tu vas voir un truc Orca, tu peux cliquer dessus et par exemple, Il tous les gens peuvent s'appairer au même truc dans le magasin. Il y a une annonce dans les gares, dans un musée. Ok. Tu peux te balader avec l'Oracast. Et en plus, le truc intéressant, et je l'ai fait, vous avez vu la démonstration, mais vu en train de tapoter, tu passes d'un smartphone à l'autre, on fait cling, cling. Et voilà, quand tu as plusieurs trucs Oracast, ils sont préprogrammés dans tous tes réseaux, et tu passes d'un à l'autre. Donc c'est une des priorités pour Qualcomm, c'est d'essayer d'imposer ça. Et c'est en effet dans les protocoles pour 2023 sur les smartphones qui utiliseront à la fois la puce S3 ou S5 et à la fois donc la génération 2, et donc tous les fabricants, C'est un 70 protocole fabricants. qu'on va retrouver partout très bientôt. 70 fabricants qui sont intéressés par le truc, dont les premiers c'est Oppo, qui vont donc lancer le truc avec donc tout ça à l'intérieur. Donc autre truc, on va faire rapidement parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Autre truc, bien sûr, ils ont parlé à fond de la PTX qui est donc leur codec à eux. Parce que la PTX équipe tout le monde Android de A à Z. Donc ils ont repoussé sur la PTX lossless. On rappelle ce qu'est la PTX lossless. C'est la PTX sans aucune perte de qualité audio. C'est-à-dire quand tu as un signal à la base, tu le retrouves de l'autre côté. Alors c'est l'idée de base. Il y avait on peut mettre la vidéo qui est la suivante. Ils avaient pendant toutes les réunions des panneaux partout avec qualité audio, APTX, machin. On sentait que puis ils avaient leurs clients qui étaient là. Tu vois, spatial audio, improve latency, parce qu'en latence avec justement l'audio spatial, ils sont à 48 millisecondes en latence avec le mouvement, ce qui est pas beaucoup. Ça peut paraître beaucoup pour les gamers, mais c'est pas beaucoup. Oui, j'ai que les chiffres gamer en tête. Non, mais c'est des latences qui sont quand même spatial, extrêmement bien, faibles pour l'audio spatial. Il faut faire bouger à l'intérieur du système. Ils ont vraiment à fond. Et là, ils misent sur la qualité audio avec tous ces produits. C'est-à-dire qu'en effet, ils disent maintenant, il y en a marre. Vous avez vu que les gens veulent une meilleure qualité. Et on va donc essayer de pousser les fabricants à faire du lossless. Et le truc qu'ils ont annoncé, c'est que ce qui m'a beaucoup surpris. Là, on est sur les trucs vraiment entre nous. C'est un peu high-tech, un peu pro-pro. C'est que je vous avais parlé du Bluetooth LE, qui est un Bluetooth Low Energy, qui permet justement d'avoir une qualité Bluetooth intéressante en ayant moins de débit d'énergie. Là, ils ont dit pour la première fois, on est capable de faire du lossless à l'intérieur de ce Bluetooth. Donc, il va devenir le Bluetooth le plus commun dans les années à venir. Okay. Ils disent, nous, on est capable de le faire. C'est-à-dire que grâce à ce protocole qui va être lancé par tous les fabricants de façon intensive, nous, on peut... Alors, je me dis, c'est quoi le débit ? Parce que les gars, je les ai chopés après. Je suis allé les voir. Tu veux un petit peu aussi, mais limite aussi le pipeau. Moi, c'est bon, je les aurais bousillés là. Il dit, oh là là, PPG, on peut aller de 1,2 mégabits à descendre 1,2 mégabits en Bluetooth. Oui, mais nous on adapte. Ça veut dire quoi adapter ? Ça veut dire que vous perdez le Bluetooth. On dit oui, mais ça s'adapte. On ne sera pas en lossless, on redescend en qualité machin, un truc on remonte. Ok, on va attendre un petit peu parce que ça me rappelle le LDAC de Sony. Voilà, c'est très flou pour le moment, mais eux sont convaincus déjà. Le aptX lossless, leur codec, lui, on est sûr qu'il est plein pot. C'est 1,2 mégabits. Ils disent, nous, on peut l'adapter dans une compression différente sans perte de données sur du LE. S'ils peuvent faire ça, ça veut dire que tous les smartphones en 2023 qui adopteront cette puce pourront être en effet en qualité CD de façon claire et normale. Et pourront enfin profiter de Spotify en 320 kbps. Mais non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est vrai ce que tu dis. La vérité, elle est là, c'est que tu as cette industrie, ils reçoivent leurs clients, sur les journalistes, ils disent, voilà, nous, on sait faire ça. On sait le faire. Et ils ont fait ça l'année dernière. Ils ont annoncé en effet des trucs sur l'audio, sur le machin, sur le 8K. Ils disent voilà, quand Xiaomi a un smartphone qui est 8K, c'est parce qu'il utilise notre technologie. Ouais, c'est à l'intérieur, il y a Snapdragon, il est 8K, derrière ils rajoutent des optics Zeiss et autres, mais à la base, c'est eux qui travaillent. Et là, ils recommencent en disant, en fin de compte, c'est un truc, on va revenir sur le cas Bose maintenant, parce qu'il va y avoir une vidéo intéressante. Ils disent maintenant, c'est comme si c'était incentive. Comme les Américains, c'est de l'incentive. C'est-à-dire qu'ils ont leurs clients, ils ont les journalistes, ils ont les influenceurs. Ils disent voilà, c'est ça la piqûre. C'est ça qu'il faut faire. Donc ils disent c'est ça, c'est la direction. Alors la piqûre suivante est intéressante parce que les gars m'ont dit en off, les ingénieurs m'ont dit ils ont employé le mot, ça fait des années qu'on chasse Bose. Ils sont américains, comme eux. Ils disent, it's been years, we've been chasing Bose. Alors moi j'étais là avec les yeux, les oreilles qui faisaient ça, Dumbo et tout. Mais c'est quoi votre délire ? Ils voulaient jamais travailler avec nous. C'est le mec en larmes avec les Kleenex. Ils disent, ils veulent bien maintenant. D'où le produit que tu vas pouvoir remontrer, qui est ici, parce que celui-ci est particulier.
Celui-ci est donc sorti parce qu'il m'a été présenté à New York au mois de mai. Il avait déjà la puce S5. On l'ouvre ? Comme tu veux. Écoute, il avait allons-y. déjà la puce S5 à l'intérieur. Donc en effet, le deal est signé, j'allais dire. Le deal est signé entre Bose, qui est quand même un des plus grands vendeurs au monde de casques et d'écouteurs, et Qualcomm. Et donc ces produits qui sont actuellement en vente sont, à mon avis, les premiers qui ont cette puce S3 ou S5 à l'intérieur. Ce qui signifie un truc super important, et je leur ai posé la question, est-ce que ça veut dire que cette puce peut être mise à jour et que ces écouteurs peuvent avoir d'autres performances en 2023 ? La réponse est oui. C'est-à-dire que pour la première fois, Bose, en 2023, on parle de mai et avril, grâce à ce qu'il y a dedans, va pouvoir devenir lossless audio et audio spatial, et des produits qui n'étaient pas prévus pour. Et voilà, ils le mettent à jour et c'est annoncé pour mars. Donc ça fait partie des grosses annonces parce que c'est des gros partenaires pour eux. Donc on résume, l'audio spatial, façon Apple, ils y croient à fond et voilà, ils vont s'arranger pour que les fabricants mettent de plus en plus de produits qui intègrent les puces. L'Auracast, moi j'y crois à fond, je ferai une démo ici dès que c'est disponible avec plusieurs smartphones et plusieurs écouteurs qu'on voit où on en est. Parce que, avec plaisir. On peut mettre un smartphone, un ordinateur. Tout ce que tu veux qui a le Bluetooth. Tout ce que tu veux qui a le Auracast, Bluetooth. en fait. Et vu que du coup Auracast est intégré à la norme Bluetooth, Bluetooth a priori, LE. Ça marche partout. Ok. Ouais, ça, Donc c'est quand un tu, Bluetooth quand LE, tu du bosses sur téléphone portable, sur ordi portable, du coup c'est bien. Parce que tu as l'ordi portable, tu écoutes ta musique en même temps tu bosses, tu reçois un appel téléphonique, tu n'as pas besoin d'enlever ton casque et de mettre le Alors téléphone. après aujourd'hui, Ça dépend des marques. aujourd'hui tu as Apple déjà le le fait, hein. multipoint en fait. Le qui multipoint permet le de fait. faire ça. Mais l'Auracast de ce que j'ai compris, C'est c'est wide. sur le LE et surtout c'est l'audio sharing. Tu c'est sais, plus une ou deux sources, Ouais. c'est toutes les sources ever quoi. tu voyais tout à l'heure l'image avec deux smartphones, il y avait tous les écouteurs devant, ils étaient tous appairés en même temps. Et donc tu choisissais en tapotant par rapport à ton... T'as une limite de nombre de connexions Alors dessus j'ai posé la question à Bose, enfin à Bose, il n'était pas avec moi. Oh, putain, j'ai trahi un secret. Non, ils m'ont rien dit Bose. J'ai posé la question à Qualcomm qui m'a dit on a essayé jusqu'à 24. Ah oui. Jusqu'à 24, bon, si tu fais du truc en musée, il faut plus que ça. Oui. Mais eux, Auracast, ils ont essayé jusqu'à 24. On est avec un débit qui est pas mais l'idée de base, c'est de permettre justement le truc que tu disais, Reza, c'est avant t'écoutais à deux personnes, tu vois, sur le truc. Là maintenant, Apple peut faire à deux dans son écosystème ainsi que d'autres marques, mais là, c'est idée wide. Dans une même pièce, tu envoies un signal. Ça marche avec les enceintes aussi. C'est-à-dire que le Bluetooth, tu peux envoyer un émetteur vers des enceintes, du moment que tu as le protocole et que tu as Auracast dessus. Donc c'est vraiment un truc super intéressant. Donc audio spatial, Auracast, le lossless, et justement à propos du lossless, donc la qualité audio sans perte, j'ai ici les armes fatales, je les ai reçues tout à l'heure, donc je n'ai pas le temps d'écouter. Je vais pouvoir demander, voici deux produits qui sont aptX lossless. Voilà, c'est la première fois qu'on les montre. Du ROG, Voici du ROG, il est aptX lossless, et pour l'alimenter, il y a ce produit, bon bien sûr le smartphone l'Asus Zenfone 9 qui a le protocole. Donc, moi, je vais les tester. Et donc, moi, à ma connaissance, c'est les premiers produits, du moins de ces marques-là, je sais qu'en Chine, ça a commencé, qui ont commencé l'intégration de l'audio en qualité CD sur ces produits-là. On parlait d'une latence de 48 en lossless, il me semble, MS. Non, mais c'est sur le mouvement. C'était sur quoi, C'était sur le mouvement avec l'audio spatial. Ah oui, voilà, c'est pour ça, parce que je me disais, là, ils sont évidemment, c'est du rock, donc c'est du gamer. Généralement, pour le gamer, si je me souviens bien, c'est 11-12 ms Oui, de latence. oui, tout à fait. En temps Et normal, du coup, j'arrivais plus à me souvenir pas du truc. tracking, tu vois. Ouais. Donc là, c'est donc Asus qui ouvre le tir avec ces produits-là. Je vais me faire donc un plaisir de tester. Donc c'est effectif maintenant sur certaines marques. Là, c'est pas un hasard que ce soit sur une marque de produits de gaming, parce qu'on a besoin de rapidité, on a besoin en même temps d'une bonne qualité audio. Donc ils sont la PTX lossless. Voilà. C'est des news que je voulais vous partager. C'est bien que pour les gens qui ne sont pas dans l'audio, c'était un petit peu compliqué, ça partait de partout. Mais c'est des choses qui vont arriver, je pense, parce que Apple est quand même très fort, mais ils ont quand même une force de frappe qui est intéressante, puisqu'il y a quand même 70 marques Android qui utilisent la plateforme. Donc j'imagine très bien que Xiaomi se jeter dessus et autres, parce que pour eux, c'est un argument. Chaque mise à jour majeure d'Android, ils mettent à jour les codecs à chaque fois. Le LDAC qui a été intégré automatiquement. Exactement. Android 10. Génération 8, comme ça. le LDAC. Donc Android 8. trop bien quoi. Et Android, c'est une énorme part du marché. Apple est immense en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Mais il y a un potentiel. Quoi. Les bénéfices d'Apple, certes, mais alors la part de marché, c'est Voilà. Mais pour finir, parce que ça me fait quand même... j'étais content de passer ce moment avec eux, parce que j'ai appris plein de trucs. Il y a des trucs que j'ai tournés, il y aura une vidéo sur ma chaîne, parce que là, j'essaie de faire un truc succinct sur des points particuliers, mais j'ai des interviews, des trucs comme ça. C'est que tu sentais qu'ils avaient quand même... Ils avaient la rage, entre guillemets, ils en voulaient. Alors, question à laquelle ils ne répondent pas, j'ai posé la question des pénuries. Oh, we don't know, PPG. Tu vois,
vous fabriquez des puces, vous n'avez pas de C'est vrai pénurie. qu'on n'en entend plus parler, ça. We don't know, PPG. Donc, ils ne répondent pas sur la pénurie. On suppose qu'il y en a plein, parce que, voilà, et que tout se passe bien. Ils sont très heureux. Donc, c'était mon petit truc, et je suis très heureux. Très curieux de ce qu'on Très curieux. va être capable de faire avec l'Auracast particulièrement. Ouais. Où je me disais, parce que tu donnais l'exemple d'un magasin où tu Tu pourrais rentres te dedans, connecter ou t'as un truc le comme signal ça. Auracast. Il y a un truc que j'adorerais voir, parce que c'est un problème que j'ai que moi, mais potentiellement vous aussi. Quand je me retrouve avec mon casque réduction de bruit machin dans les trains ou dans les métros particulièrement ces derniers temps, dès qu'il y a une annonce de on est dans la merde machin, moi je l'entends pas à cause de ces qui était trucs-là. bloqué par. J'adorerais avoir un moyen de me connecter au réseau de haut-parleurs et tout pour pouvoir l'avoir dans le casque Mais j'ai mieux que ça. tout en profitant. J'ai mieux que ça. quoi. J'ai le mode transparent adaptatif. Ouais, mais le mien, je Ah oui, mais je toi, trouve mais pas c'est- qu'il oui, fonctionne. le moi. mode transparent adaptatif, c'est quand tu entends un bruit, il te le fait passer quand même, et quand il n'y a plus le bruit, tu remets la Ouais, je musique. sais, je l'ai sur le XM4, Bah voilà, mais le XM4 le fait. je trouve pas que ce Mais je soit comprends ta bon. position. Je préférerais avoir une source qui peut se connecter et garder un anti-bruit total que d'essayer d'avoir une IA qui récupère potentiellement un son machin. Tu vois, ce serait une meilleure optimisation, je trouve, pour une meilleure qualité au bout des deux côtés. Donc, tu vois, Ouais. Écoute, ça ferait on en kiffer. reparlera parce que c'est super intéressant et là, ils ont foutu la gomme. Dans tous les cas, je suis très heureux et je suis également heureux de passer au test de la semaine parce que c'est super important. Et puis, il y a surtout un joli jingle du test de la semaine et je vais m'effacer maintenant. Au revoir, test de la semaine. Bye bye. Et oui, puisque nous avons cette semaine un partenariat avec Asus pour ces deux ordinateurs qui sont ici. Alors ça ne vous aura pas échappé, c'est la semaine du Black Friday. On a tous dépensé beaucoup trop d'argent sur Internet. Et bien justement, on va vous en proposer ces deux ordinateurs-là qu'on va vous présenter. Donc des Asus. Alors ça tombe bien parce que personnellement, j'utilise des Asus depuis un petit bout de temps. Et j'ai un de ces deux-là dans un modèle 2020 que j'ai eu longuement l'occasion d'utiliser puisque c'est mon ordinateur tous les jours. Bref, il est loin le temps où il fallait se trimballer 40 kilos de matos, n'est-ce pas, pour jouer. Et on va parler de la gamme ROG. Alors ROG, c'est Republic of Gamers, la gamme spécialisée d'Asus pour les joueurs. Et c'est généralement du matériel de dernière génération. Alors, il y a plusieurs gammes. On a la gamme Zephyrus dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui est une gamme PC qui sont à la fois sobres et légers et puissants. On a la gamme Flow qu'on va voir ici et ça on va regarder plus en détail. Pour le coup c'est une gamme polyvalente, donc c'est des petits ordinateurs portables qui font aussi tablette avec un iGPU en option, donc ça va avoir une carte graphique qu'on va brancher en externe si on veut jouer avec les meilleures performances chez soi, et le ROG Strix qui est ici et qui lui est un peu une bête de compétition, mais on va en parler tout à l'heure. Donc deux ordinateurs, on va commencer par le premier qui a déjà été présenté ici, si je ne me trompe pas, il y a de ça quelques mois. Voilà, alors attention, c'est une belle boîte. Tintin. Hop, le Flow. Donc ça, le Flow, c'est l'ordinateur qui est à la fois une tablette. Attention, on ne va pas faire tomber, ça sera un peu dommage. Avec, entre autres, une petite vitre qui va vous permettre, vous allez voir, de profiter des LED quand il est allumé. Hop, on y va. Alors, c'est parti. Oh, ok. Voilà, donc tu as le clavier détachable puisque c'est à la fois une tablette et un ordinateur. Hop, et quand tu le mets en mode ordinateur, eh bien, tu ouvres simplement ici. On va présenter sur la caméra. Hop, l'arrière et on va l'allumer. Attention. C'est un peu un concurrent de la Surface, du coup. Alors oui, effectivement, donc c'est à la fois un ordinateur portable et une tablette. Alors vous avez tout ce qui, on va rentrer un peu dans les caractéristiques. Ce ROG-là, donc on va le présenter parce que il est en promotion avec le Black Friday. Attention, je vous montre. Pouah, c'est beau derrière. Hein. Alors effectivement, tu l'as dit, on va tourner un peu pour que vous puissiez voir l'arrière de l'ordinateur et effectivement, c'est fantastique. Alors ça tape, hein, quand vous l'avez, voilà, quand vous le sortez. Alors peut-être pas dans le métro, parce que vous allez vous le faire piquer, mais quand vous le sortez devant, au bureau, disons, vous allez tout de suite faire sensation. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet ordinateur portable, à la fois tablette? Donc c'est le Z13, et donc tu as un processeur Intel Core i7 12700.
Tu as aussi un écran de 13,4 pouces, donc qui est tactile, et ça on va montrer un peu, hop, le côté tactile de la tablette. Est-ce que si je me place là, on me voit bien? Ou pas? Ça a l'air d'être pas mal. Alors, attention, hop, voilà, donc on va lancer Edge. Alors, j'ai pas installé, j'ai pas eu le temps d'installer. Voici des applications, mais comme vous pouvez voir, et ça fonctionne avec un stylet qu'on n'a pas ici. J'imagine que c'est compatible avec la plupart des stylets que tu trouves sur le marché. Et le côté tactile, évidemment, est super sympa parce que quand tu veux à la fois avoir un ordinateur gaming pour jouer chez toi tranquillement et que tu es en déplacement et que tu veux pouvoir profiter de du côté tablette, et bien voilà, tu as ceci et on remet le clavier de façon super simple. Hop. Ça se repose. Et voilà, alors c'est quand même un bel objet. Je ne sais pas ce que vous en aviez dit à l'époque. En termes de qualité de construction, clairement, tu peux pas l'attaquer. Et puis, il faut avouer que cette petite fenêtre avec des LED partout, c'est fun, quoi. Ça tape. C'est fun, c'est complètement fun. Ça tape, effectivement. Et le clavier est fourni avec, parce que sur certains modèles, je ne me rappelle plus lesquels, on en avait reçu quelques-uns, il fallait acheter le clavier de façon séparée. Là, ce n'est pas le cas, puisque tout est réuni. Alors, sur cet ordinateur-là, donc on a parlé de l'Intel Core i7 12700, et tu as aussi une carte graphique NVIDIA, donc c'est une 3050, qui te permet de jouer en 1920 par 1200 max, c'est du Full HD. Tu vas évidemment pas lancer Cyberpunk en super haute résolution dessus, mais par contre, pour pas mal de jeux, ça fera l'affaire, sachant que si tu vas pas jouer en ray tracing sur celle-là, tu as quand même le DLSS dans certains jeux, alors pas tous, mais ceux qui sont optimisés, qui va te permettre de gagner en performance sur le jeu. Voilà. La connectique, qu'est-ce qu'on a comme connectique dessus? Tu as un USB 2.0 que tu vas retrouver 2.0. Voilà, sur le côté. Tu as aussi un USB type C 3.2 que vous retrouvez sur ce côté-là, un Thunderbolt 4.0 et en termes, pour ce qui est de l'intérieur, vous avez un SSD de 512 Go, 16 Go de RAM, 1 Go ça aurait peut-être été un peu léger pour jouer, et du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 802 et une webcam de 720 et que tu retrouves ici. Voilà. La gamme de prix, on a quoi sur ces trucs-là? Alors, normalement, ça, c'est une gamme à 2000 €, qui est un certain prix. Mais justement, attention, vous avez en ce moment une promotion, puisque c'est le Black Friday, et vous allez le retrouver à 30% à la Fnac. Donc, on sera plutôt dans les 1399 au lieu de... Ça représente 600 balles d'économie, quand même. C'est pas mal. C'est énorme. Si vous aviez l'intention de l'acheter, eh bien, c'est peut-être le moment pour en profiter. Il est... c'est un transportable, hein, donc il pèse 1,3 kg, ce qui est raisonnable. Et tu as une note dessus de 7,3 sur 10 en réparabilité. J'imagine que c'est important si vous voulez effectivement faire des modifications vous-même. Je ne suis pas allé l'ouvrir non plus pour vérifier tout ça, mais j'imagine qu'on est pas mal dessus. Vous avez des questions Ouais, moi j'ai une autre question du coup. Vas-y. Sur tout ce qui est tablette, ordi. Là, je vois qu'on est sur du Windows, c'est ça? On est sur du Windows 11, effectivement. Ok, Windows 11, ça vaut quoi face à Apple? Genre à terme, est-ce que au bout d'un moment la tablette se met à ramer? Est-ce qu'au bout d'un moment la tablette n'est pas spécialement supportée avec l'OS et tout ça? Les mises à jour et autres? Alors je pense que surtout Windows 11 est quand même vachement, c'est vachement amélioré sur le support justement à la fois tactile et tablette. Moi j'en utilise un autre assez régulièrement et pour le coup franchement j'ai jamais eu aucun souci pour le passage en mode tablette. Tu le disais tout à l'heure, mais Microsoft, ça c'est Surface. Donc forcément, tout ce qui est un peu tactile et tout, il booste beaucoup dessus. Et il supporte les stylés d'une norme qui m'échappe ou des trucs comme ça. Et dès qu'ils mettent dès qu'ils optimisent, on va dire, l'usage tablette, c'est à l'usage de tout le monde. Donc sur cette tablette-là, on profitera aussi en fait, quoi. Ok. Pour le coup, je trouve que Windows fonctionne plutôt bien en tactile, même si on n'est pas sur une tablette, on reste quand même sur un ordinateur tactile, pour moi, quand tu utilises l'UI Windows. Mais ça dépanne de ouf. On n'est pas sur un iPad ou quoi que ce soit, mais par contre c'est vraiment une machine qui va te proposer deux usages, à savoir tu es chez toi, tu vas l'utiliser soit pour jouer, soit pour travailler. Ce
On peut travailler avec des bécanes comme ça. Moi, j'utilise souvent pour travailler sur Photoshop, etc. Ça fait très très bien le taf. Et en même temps, bah voilà, tu veux aller mater un film tranquille dans ton lit, tu vas le passer en mode tablette. Donc tu déconnectes le clavier, hop, tu rabats l'arrière. Et ça se transporte facilement comme un rien. Donc c'est une petite bécane que j'aime beaucoup. En fait, je la connaissais pas. Et justement, j'ai eu l'occasion tout à l'heure de la découvrir un peu pendant quelques heures et ça fait le taf. Pour donner un espèce d'ordre d'idée, parce que je l'ai testé moi pour Presse Citron, un des angles sous lequel j'aime le plus réfléchir à ce produit, c'est cette idée d'avoir quelque part une console avec un écran intégré. Parce que c'est fondamentalement ce qu'elle t'offre, mais dans un format extrêmement fin, quoi. Tu penses à une Xbox Series S, parce que c'est plus ou moins ces capacités techniques-là, sauf que tu l'as dans un format qui fait un cinquième d'une série S avec un écran intégré, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, là-dedans, dans la portabilité de cet appareil-là, quoi. Il y a plein d'usages à inventer au final, parce que c'est vrai que. Mais maintenant, on est quand même vachement habitué à passer de la tablette au PC, et le fait d'avoir un appareil qui va te faire les deux en un, c'est quand même agréable. Et donc, comme on disait, tu peux brancher une carte dessus, c'est un iGPU si je me souviens bien, le terme exact. Donc vous pouvez le voir sur le côté ici, voilà, vous avez le petit port qui va vous permettre de brancher une carte graphique externe. Donc si vous voulez... Un port propriétaire. Voilà, un port propriétaire, effectivement, ce sera forcément du matériel Asus, si vous voulez acheter ça, pour transformer du coup votre tablette PC en quelque chose d'assez puissant qui va vous permettre de jouer à des jeux, de rentrer dans une autre dimension en termes de gaming. Donc un petit produit sympa, voilà, et comme c'est en partenariat avec Asus, vous pouvez aller le retrouver. Alors celui-là, il est en vente chez à la Fnac. 30%, on a dit. 30%, c'est ça exactement. Attention, 1399 € au lieu des 1999. Donc si vous aviez l'intention de vous acheter ce type de machine, c'est peut-être l'occasion de sauter dessus. Dernière question, en plus elle est revenue 3 fois dans le chat, j'ai complètement oublié. L'autonomie. Donc l'autonomie par exemple en jeu vidéo et l'autonomie sur du traitement de texte et autres. Je crois qu'on est à peu près à 5 heures de mémoire sur du traitement de texte quand tu travailles sur 5-6 heures peut-être, quand tu travailles sur du traitement de texte de la bureautique. Par contre, en jeu vidéo, surtout si c'est assez puissant, je pense pas qu'on va avoir non plus 5 heures de jeu. On va plutôt être vers les 2-3 heures, peut-être 2, ouais. Et par contre, vous le branchez. Aujourd'hui, on trouve des prises partout. C'est l'avantage pour jouer. Et vous allez pouvoir, là pour le coup, passer un bon petit moment dessus. Donc ça, c'était pour celui-ci, c'est le Z13. Voilà. Et après, on a un autre... Attends, je vais préciser un truc, parce que John Doe, dans le chat, ne semble pas trop avoir compris le truc. Il y a la possibilité de brancher un iGPU via le port USB-C Thunderbolt, mais il y a également un port propriétaire qui a un USB-C au centre, qui va servir pour de la connexion à 10 Go, sauf que la bande passante totale de ce port propriétaire est à, de mémoire, parce que ça fait très longtemps que je l'ai testé, 52 GBS, là où le Thunderbolt 3 propose max 40. Donc on a théoriquement, enfin sur le papier, une meilleure performance des cartes graphiques, puisque les cartes graphiques dans les iGPU sont limitées par la taille de la bande passante. Voilà, pour la précision nerdy, et je te laisse... Tu as une excellente mémoire, effectivement. Donc du coup, on a de meilleures performances si, évidemment, on a le iGPU avec le port propriétaire. Voilà. Ce qui on achète à part, mais ça n'empêche évidemment. pas, effectivement, de brancher un GPU qui ne soit pas propriétaire si vous le souhaitez, ou si vous avez déjà un boîtier Thunderbolt 3, il fonctionnera aussi. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est le premier PC qu'on vous présente, et on en a un second. Je vais remettre le clavier, hop, avec, voilà, c'est simple, c'est aimanté, c'est quand même pratique. Et le second PC, c'est j'allais dire, ce petit PC, c'est un mensonge, c'est un gros PC, puisque c'est un 17 pouces. C'est celui-ci, et que pour le coup, je connais très bien, puisque c'est le G17. Hop, on va mettre ça là. Et celui-là, c'est simplement mon PC de tous les jours dans la version 2020. Donc j'ai eu l'occasion de le tester, plus que de le tester, puisque je l'utilise quotidiennement. Et alors là, on est quand même sur, en termes de taille, en termes d'utilisation, sur quelque chose de différent. Bébé. C'est la machine à papa, là, voilà, clairement. C'est ça. 17 pouces, hein. Alors, c'est un 17,3 pouces, si je me souviens bien, effectivement. J'avais ce format-là avant. Voilà. Alors, on est sur la gamme Strix, là, pour le coup. Donc, c'est vraiment la gamme gaming. C'est la gamme qui donne les meilleures performances, qui est disponible aussi en plusieurs
en plusieurs tailles d'écran. Mais là, effectivement, on est sur le 17 pouces. Alors, il profite, en dehors donc, de tout ce qui est processeur, etc., d'un refroidissement qui est exclusif à Asus. C'est le refroidissement ROG, je pense. Refroidissement intelligent ROG, qui va permettre des performances supplémentaires, puisque l'aération va se faire sur le côté, vous voyez ici, et sur l'arrière du PC, normalement, voilà, et pas en dessous. Donc, je sais pas, vous avez tous eu le problème, j'imagine, des ordinateurs portables qui vous réchauffent. Remarque, c'est un petit côté pratique en hiver. Qu'on étouffe sans le vouloir parce qu'on le pose sur une surface qui n'est pas plane. Exactement. Voilà. Genre un lit. Par exemple, exemple de base. Ou tes genoux. Et pour le coup, ce qui flingue un peu, il faut bien le dire, les ordinateurs, là, vous n'aurez pas ce problème-là, puisque le refroidissement se fait sur le côté et sur l'arrière. Je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez le voir. Voilà. Alors, ce Strix G17-là qui est présenté, c'est un AMD Ryzen 9 5900 HX, et vous avez une carte vidéo avec une NVIDIA 3070 intégrée. Donc là, pour le coup, vous allez pouvoir faire du jeu avec et vous faire plaisir quand même. Moi, je l'utilise pas tant pour jouer, mais plutôt pour travailler avec, parce que je travaille tous les jours quasiment avec, sur Photoshop, sur des énormes fichiers, sur des fichiers qui font... Pour rappel, tu fais plus du print que du web. Voilà, exactement. Donc quand tu as des affiches qui font du 3 mètres par 2 en 300 dpi, enfin bien que tout sur 850, mais c'est des fichiers qui sont assez massifs et généralement on en chie un peu pour les ouvrir. Et ben, avec cette bécane-là, c'est pour ça que je l'ai acheté, j'ai aucun souci, puisqu'en termes de puissance, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Donc, je vous ai parlé de la carte graphique, qui permet de jouer à tous les jeux, même s'ils sont exigeants en termes de ressources. On a l'écran de 17,3 pouces, donc là aussi c'est agréable, on va pas se le cacher quand tu joues là-dessus. La résolution, c'est du 2560 par du 1440, on est sur du WQHD. C'est costaud. Hein. Quoi, l'HD Oui. Quel type de dalle? Tu as du 165 Hz en rafraîchissement. Donc ça doit être de l'IPS LCD tel que c'est là. Alors j'ai pas le détail, mais probablement. Écoute, et t'as un écran mat aussi qui va te permettre de simplement d'éviter la fatigue oculaire sur ce type de jeu. Et il est anti-reflet, ça aussi vachement bien, parce que si tu utilises ça à côté d'une fenêtre, au bout d'un moment, tu finis par être aveugle, n'est-ce pas? Au niveau de la connectique, on a 3 USB. Alors il y en a pas mal. Hein, on a 3 USB 3.2. On a un USB type C 3.2. On a le HDMI, forcément, que vous retrouvez à l'arrière. On va vous le montrer là aussi. Donc sur le côté, hop, 2 USB, le port jack évidemment. À l'arrière, vous retrouvez le port Ethernet, vachement pratique. J'aime bien avoir un port Ethernet parce que mine de rien, le Wi-Fi c'est cool, mais quand tu es chez toi ou au bureau et que tu as besoin... Tu parles à un mec qui fait du cloud gaming, t'inquiète, D'accord, on est tous... c'est bien. On est avec toi. Voilà. Le HDMI 2.0 donc, un DisplayPort, le port casque qu'on a vu. Dedans, tu as 1 Tera de SSD. 32 Go de RAM et tu vas avoir du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6 AX. Et là, je ne sais pas ce que c'est, donc je vais vous faire confiance sur cette norme. Le AX, alors c'est pas la toute dernière version du Wi-Fi parce qu'il y a le Wi-Fi 6E, mais le Wi-Fi 6 classique, il me semble que tu as une bande passante améliorée par rapport au Wi-Fi 5, moins de soucis d'interférence par rapport au Wi-Fi 5 également, donc c'est patate. Il me semble que, alors de mémoire, mais là c'est vraiment de pure mémoire, et je suis pas forcément super chaud sur ce sujet-là, mais je crois que c'est du 600 mégabits pour le Wi-Fi 6, alors qu'on était à 500 sur le Wi-Fi 5. Ouais, donc ça va vite, quoi. Je me souviens plus précisément, mais c'est l'ordre d'idée, revérifier les infos. Voilà. Et donc, voilà. Et puis après, en termes de dimension, on est sur un 17 pouces, hein, donc c'est du 30 cm par 40 par 2,3 en épaisseur. C'est pas quelque chose que tu trimbales tous les jours avec toi, encore que moi je le fais. C'est vrai que c'est un PC que j'utilise. C'est 4 kilos à peu près, non, c'est ça? Ouais, on est dans ces eaux-là, on est sur les 3 kilos. Mais après, il faut rajouter quand même pas mal, parce que c'est des gros blocs d'alimentation. Ouais. Mais bon, ça se transporte. Hein. Franchement, je le fais tous les jours, c'est vraiment pas un souci. Ça s'est quand même allégé, je trouve, les 17,3 par rapport à l'époque. Parce que du coup, moi, quand j'ai fait toute ma scolarité en école d'informatique, j'avais un Alienware, 17,3, 4,2 kilos. Et du coup, je le transportais tous les jours. Bah oui, ouais. Et il était bien lourd. Avec le sac et le chargeur, on était déjà à 8 kilos. Et j'avais pas qu'informatique, j'avais pas que du réseau, j'avais pas que du système, je vais racheter des cahiers. Donc pendant 5 ans, c'était le sac de 10 kilos dans le RER.
Bah, t'aurais le blog d'Alim pas loin Écoute, non, tu dois l'avoir peut-être sous le bureau dans la boîte. Elle est pas ici. Ah, elle est là. Vous voulez voir le blog d'Alim? Ça nous permettra de... Allez, hop, on va sortir ça. J'espère qu'il est là, parce que je vous cache pas que j'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il doit pas être loin. Hop. Ça peut être un argument, quelque part. Voilà. S'il est facile à transporter, s'il est bien plat, bah ouais. Il est pas si horrible que ça. Attendez, je vais vous montrer. Parce que moi, le mien que j'avais, donc c'est une génération précédente qui est une génération, je vais le mettre ici, de 2020. Le bloc est plus balèze que ça, nettement. Donc voilà. Alors celui-là, même chose, hein, il est en vente. Je ne crois pas qu'il y ait de promo pour le Black Friday actuellement, mais vous pouvez peut-être regarder à droite à gauche. Par contre, sur les deux offres, donc à la fois sur le G17 et sur le précédent, à savoir le Flow Z2 13, vous avez des mois d'abonnement offerts, comme on en trouve pas mal, au Game Pass, un mois d'abo offert au Game Pass pour chaque PC. Voilà. Apparemment, il y a eu une promo sur le Strix G17, parce qu'il y a Florent qui a réagi sur Twitter à l'émission en disant qu'il vient d'en commander un pour le Black Friday. Oui, alors je pense qu'ils sont partis très très vite, honnêtement, parce que c'est quand même une bonne machine. Donc sans promo, elle coûte 2700 €. C'est ce qui est prix d'un PC gamer puissant. Voilà, en tout cas, pour l'utiliser depuis 2 ans sans arrêt, en tout cas une version précédente, c'est vraiment un chouette PC. Donc voilà, c'était un peu le tour de notre partenariat avec Asus, une marque que moi j'aime bien personnellement et que j'utilise donc quotidiennement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est le GG. Merci. C'est le GG. Merci pour ce que tu nous as dit. J'étais un spectateur attentif et indépendant. Totalement indépendant, je n'ai rien dit, je ne dis rien dans ces moments-là. Le truc, c'est qu'il nous reste quand même pas beaucoup de temps pour que tu nous parles. J'aurais adoré que tu me parles de Mastodon parce que j'ai lu ton tweet et c'était génial. Je peux vous faire les grandes lignes si vous voulez en. Non, laisse tomber. Je préfère que les gens prennent du temps avec nous pour parler de Mastodon parce que la vision que tu en as et que j'ai vue sur Twitter est une vision passionnante et c'est ce que moi j'ai vécu quand j'ai accédé à je disais pas possible. Dans tous les cas, c'était un plaisir. Messieurs, vraiment c'était génial, faire ça comme ça en famille, avec le chat, avec les viewers, c'était super d'être là avec vous, on a abordé des tas de trucs, n'hésitez pas parce qu'il y a un replay derrière, je dis toujours, il y a un replay, il y a YouTube, comme ça vous pourrez nous regarder si vous n'avez pas vu maintenant, vous pouvez partir et voir en même temps les dossiers qui sont faits par les charmants bipèdes, vous pourrez voir un truc sur l'audio, on a parlé de tas de choses, c'était un plaisir, merci pour vos chroniques. Merci à toi, franchement c'était toujours aussi passionnant, on se retrouve très très vite, dans peu de temps pour moi pour le récap, toi ce soir. Pour la musique, mais avec Otaksu, on est deux. Les deux vont se mettre à la rivalité du JDA. Ça va chanter du rock and roll. Je plains d'avance les personnes qui vont écouter. Mais non, les gens vont adorer. Cata, mais ça va être tellement drôle. Venez. On va s'amuser. Dans tous les cas, on se retrouve jeudi prochain avec la team. N'oubliez pas les replays, n'oubliez pas tout est là. Et franchement, merci aux techniciens, à la régie, à Florian d'avoir pré-mâché comme ça parce que nous on fait rien, c'est lui qui fait tout. Allez, ciao. Allez, des bisous. À